Infos, astuces, bonnes vibes et invités inspirants, tout est réuni sur Bonjour le Bénin pour faire de votre matinée un moment unique. Bienvenue à toutes et à tous. C'est encore parti pour 120 minutes d'émission. Le mois d'octobre, connu sous le nom d'Octobre Rose, est une période de sensibilisation mondiale au cancer féminin notamment, le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Une marche est prévue dans ce cadre. On en parle avec Patrick Djossou. À quelques mois des prochaines échéances électorales, comment se porte le processus en cours entre préparatifs techniques, climat politique et mobilisation des acteurs? Nous ferons le point sur les avancées, les défis et les attentes des citoyens. Et puis, il y a des parcours qui forcent l'admiration et inspirent toute une génération. Ce matin, Ghislaine Adimi mettra en lumière l'un de ces jeunes esprits qui font rayonner le Bénin. Passionné de sciences et d'innovation, il fait également partie de l'aventure NASA. Mais comme toujours, c'est l'actualité qui ouvre le bal. Place au bulletin d'information avec Génial Afouda Mosiagouka. Génial aux couleurs d'Octobre Rose. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Très bien, vous-même, Jennifer. Je vais très bien. Plaisir pour moi de vous retrouver. Oui, c'est vrai que ça fait 4 semaines. 4 semaines déjà. Ah ouais. Ça passe si vite. Si vite, très rapidement. Donc, vous m'avez manqué aussi. Vous m'avez beaucoup manqué également, Génie. Un plaisir pour moi, je vous le disais. Merci de respecter les téléspectateurs avec autant de charme et oui, elle le d'élégance. disait en coulisses, donc merci beaucoup, c'est gentil. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a au menu ce matin? Alors, déjà, bonjour à vous de l'autre côté, mesdames, messieurs. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Le recours introduit contre le principe de l'auto-parrainage n'a finalement pas été examiné par la Cour constitutionnelle. Une décision de non-examen qui laisse ouvertes plusieurs interrogations, notamment sur le plan juridique et politique. Alors, quelle portée donner à cette position de la Cour et surtout quelles leçons en tirer? Élément d'analyse, ce sera avec Marcel Arrossi. La Cour s'est tue et ce silence résonne. Pas de décision, pas même d'examen du recours. La Cour constitutionnelle n'a pas tranché sur l'autoparrainage, une absence de verdict qui relance toutes les interrogations à l'approche de la présidentielle de 2026. La requête introduite visait à savoir si un élu, député ou maire, pouvait se parrainer lui-même pour briller la magistrature suprême. Mais la Cour a jugé le recours irrecevable, estimant qu'il ne remplissait pas les conditions légales. Résultat, un débat laissé en suspens. La question n'est pas de dire que la Cour est fermée, mais la Cour est ouverte aux personnes ayant qualité, aux personnes pouvant subir un préjudice, aux personnes pouvant être affectées par une décision. Cela permet aux uns et aux autres de bien se renseigner sur le droit électoral pour savoir que dans cette période électorale, tout le monde ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle. Peut-être une manière pour la Cour d'éviter de se mêler trop tôt à un débat à forte charge électorale. Le débat ne se pose même pas parce que là où la loi n'a pas distingué, ne sont pas amenés à distinguer. La loi a posé comme condition pour être parrain d'être député ou maire. La loi n'a dit nulle part, ni le code électoral, ni la Constitution, n'a dit nulle part que le député ne peut pas se parrainer lui-même. Mais dans ce sens, il y a des décisions de la Cour constitutionnelle de 2021 qui ont affirmé le principe de liberté du parrain. On a eu des cas où le parrain n'a pas été d'accord avec le candidat qui a été choisi. La Cour constitutionnelle a affirmé le principe de liberté. Et en définissant le parrainage comme le mécanisme qui permet aux députés ou aux maires d'accorder son parrainage, d'accorder son soutien au candidat de son choix. Et donc si lui-même il est candidat, c'est normal que la première personne à qui il peut accorder son parrainage, c'est lui-même. Il y a aussi le recours au droit comparé. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les premiers à utiliser ce type de technique. Et donc, dans les autres démocraties où cette technique a été utilisée, qu'est-ce qui a été fait? Entre lecture du droit et lecture du moment politique, la décision, ou plutôt son absence, interroge. Le département de l'Atlantique a distingué ce samedi ses différents champions aux Jeux scolaires africains 2025 et au championnat national. Plus qu'une distinction, c'est là la reconnaissance des talents des jeunes sportifs béninois du football, du hand, du basket et du volleyball et de l'athlétisme. Écho de la cérémonie accueillie par la ville d'Abomey-Calavi avec Françoise Insou et Arnaud Adadja. Une simple envie d'émulation qui finit par l'adulation de ses autorités.
préfets, maires, chefs d'arrondissement et bien sûr des directeurs atlantiques des sports et de la police républicaine célèbrent leurs jeunes sportifs. Cette initiative ne vient pas du directeur départemental des sports. Ça vient de notre papa à nous tous, de monsieur le préfet. Vous avez brillé au championnat scolaire national d'Aplakoué, au premier Jeux africains scolaires d'Algérie, mais également à la Ligue nationale scolaire d'Abomey. C'est un exploit remarquable que je salue avec admiration. Vos médailles sont le fruit acharné de votre discipline, de votre détermination et surtout de votre passion pour le sport. Vous êtes la preuve vivante que le talent, lorsqu'il est encadré et soutenu, peut conduire à l'excellence. Pour la plupart, médaillés d'or ou d'argent au championnat scolaire national 2025 dans différentes catégories et disciplines sportives, ces jeunes talents sportifs reçoivent ici les distinctions composées de trophées, des enveloppes allant de 300 à 100 000 francs, en plus d'un tissu indigo. Des enfants qui pour la plupart travaillent à classe et qui aujourd'hui excellent dans le sport, dans le domaine du sport. Bravo à eux, félicitations à eux tous. Je rappelle qu'ils ont été... Vous avez une enveloppe. Parmi ces talents sportifs de l'Atlantique figure Rufine Sonon, athlète ayant défendu les couleurs nationales aux Jeux scolaires africains 2025 d'Alger pour les 800 mètres. Au Bénin, l'entrepreneuriat culturel n'est pas orphelin de financement. Non, 42 projets viennent d'être élus au bénéfice du Fonds de développement des arts et de la culture, un fonds mis à la disposition des artistes, des créateurs et des entrepreneurs culturels. Les lauréats ont reçu leur chèque devant nos reporters Élisée Degbeignon et Ulvaeus Balogun. Il est l'un des premiers artistes à exposer ses œuvres à la Galerie Lazare, l'une des galeries d'art contemporain les plus réputées de Paris. En plus d'être artiste visuel, Rafi Oke-Folaran est entrepreneur culturel et il poursuit un rêve. Ce rêve, Rafi le voit enfin se concrétiser. Grâce au Fonds de développement des arts et de la culture FDAC, il peut désormais financer son projet Origine. L'origine, c'est un mot assez vaste qu'on pourrait explorer de différentes facettes. Et donc, c'est une des facettes que je veux explorer à travers ces réalisations monumentales. Il y a une partie à Porto Novo, il y a une partie à Cotonou, à Calavi et à Paris. Comme lui, Jean-Marie Vidjenaï, directeur artistique du mouvement des jeunes filles, qui avait présenté une parade lors du 1er août 2022 devant le chef de l'État, pourra enfin réaliser la tournée nationale de sa compagnie de danse, de théâtre et de percussion. Nous étions restés sur notre soif. On s'est dit, il vaut mieux ne pas attendre chaque occasion de défilé national avant de pouvoir démontrer ce que ces jeunes filles-là savent faire. Et c'est ce qui a motivé ce dépôt de candidature, ayant trait à une tournée artistique avec la diffusion d'un spectacle intitulé « Le retour triomphal des Agodjiers ». À l'instar de Rafi et de Jean-Marie, ils sont au total 42 artistes, créateurs, entrepreneurs et associations culturelles à bénéficier du FDAC. 763 candidatures ont été reçues, avec 42 projets bénéficiaires, pour un montant total de 823 075 945 francs. L'ambition est d'encourager la création et de favoriser la professionnalisation du secteur culturel. À quoi ont véritablement servi les fonds alloués aux femmes du Mono dans le cadre du projet pluriel? Eh bien, pour vérifier, le président du comité technique départemental de suivi était sur quelques sites des groupements bénéficiaires. Le point, ce sera avec Samira Tchabimani. Des 50 groupements répertoriés dans le département du Mono, 20 reçoivent pour cette première phase de cette composante du projet pluriel qui porte sur l'autonomisation des femmes, la promotion de la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre, des équipements nécessaires pour le développement de leurs différentes activités génératrices de revenus. On a reçu des matériels, des tricycles, des découpeuses, mais tous les matériels de travail. On remercie beaucoup le projet pluriel et le gouvernement, en plus le préfet du Mono, puisque les enfants
sont partis à l'école. Pour la santé aussi, il nous a fait une carte d'assurance santé. La mission de visite de la délégation préfectorale sur les sites de travail de ces groupements de femmes et adolescentes qui ont bénéficié de l'accompagnement du projet pluriel et de ses partenaires que sont Affaires mondiales Canada, Socodevi dans le Mono, a pour but de mesurer l'impact du projet sur la vie des bénéficiaires. Cette mission qui a été initiée permettra aux directeurs qui sont ici à l'autorité préfectorale, mais aussi aux directeurs départementaux de pouvoir s'approprier tous ces acquis et pouvoir élaborer un plan de redressement pour nous assurer qu'à la fin du projet, la mise en œuvre va continuer avec le gouvernement et aussi avec les directions départementales. À Adjoved, à Tiémé Centre, comme à Aïvagbedji, dans l'arrondissement d'Agamé, commune de Lokossa, visiter le changement est notable. Le témoignage de ces femmes en dit long. Vous voyez le lot d'équipement, et je crois que c'est surtout ça qu'il faut saluer. Tout ce qui a été besoin en équipement et en matériel exprimé par ce gouvernement a été livré entièrement, sans réserve. Donc, c'est pour dire que l'intervention a été basée sur des attentes qui ont été comblées. La deuxième vague, composée de 30 groupements, est en cours de formation et de préparation pour recevoir également, avant la fin de cette année, l'essentiel pour améliorer et accroître la rentabilité de leurs activités économiques. Bientôt la fin de la galère liée aux éclairages de fortune pour les populations d'Adjoko. Nous sommes dans la commune de Zakota. La bonne nouvelle de la lumière électrique est donnée par Romaric Ogoualé aux citoyens du terroir local. Le ministre conseiller en charge de l'énergie, de l'eau et des mines est allé s'assurer de l'avancement des travaux. Poteaux et raccordements au réseau SBE sont presque achevés. C'est là la première étape d'une tournée Zouk-Colline. Pierrette Adan-Yossi. La terre hospitalière de Webadjavi est la première ville du département du Zou à accueillir Romaric Ogoualé dans son périple. Après s'être entretenu avec le secrétaire général du département, le ministre conseiller en charge de l'énergie, de l'eau et des mines s'est rendu à l'hôtel de ville de Zakota pour une séance avec les élus communaux, locaux, sages et têtes couronnées. Ici, la priorité est donnée à l'accès à l'eau et à l'électricité. Le président Patrice Talon veut que désormais, c'est du bas que nous remontons les défis de la République. Le gouvernement va travailler jusqu'à la dernière seconde de son mandat. Tous les projets entamés iront au bout. Donc l'objectif, c'est que très rapidement, les populations de Zakota soient totalement satisfaites, qu'il y ait de l'eau autant que possible pour les populations et qu'il y ait également de l'énergie à disposition. En marge de cette séance d'échange, une descente sur le terrain a permis à la délégation de constater l'évolution des travaux. Je voudrais rassurer les ministres ici et les populations ici présentes que le 15 novembre 2025, au plus tard, la localité d'Adjoko sera mise sous tension. L'électrification rurale se matérialise ainsi dans la commune de Zakota avec une avancée remarquable des installations électriques dans la localité de Adjoko. La filière mangue serait riche de potentiel insoupçonné. Oui, c'est ce qu'a flairé le président du Conseil économique et social en séjour dans les départements de la Takora et de la Donga. Conrad Gbagidi est ainsi inspiré lors d'une visite de verger d'une école d'une unité de transformation et de production des dérivés de mangue. Ernest Tegou Ilvaeus Balogun. Aider au développement des filières locales pour renforcer l'économie nationale, c'est aussi l'une des missions du Conseil économique et social. À la faveur de sa tournée nationale de vulgarisation des lois, l'institution s'est intéressée à la filière mangue. Ici, à Natitengu, Conrad Gbagidi découvre le centre Kokali Food. Nous avons confiance que ce que nous faisons à Natitengu ici a de la valeur, ce que nous faisons a de l'impact. La problématique de la perte abondante de la production demeure. Pour mieux appréhender les contours de cette perte abondante de la production,
Conrad Baguidi fait escale ici à Kopargo, dans le département de la Donga, dans un centre de promotion rurale. C'est une ferme école de 12 hectares avec 1200 manguiers qui produit environ 150 tonnes de mangue par saison. Nos enjeux, c'est peut-être voir comment conserver à minima nos mangues, nos variétés locales. Elles sont nombreuses, il y a beaucoup de variétés locales. Oui. Transformer sur place, former les jeunes, créer des débouchés. La filière mangue peut devenir un levier d'autonomisation et de croissance. À la date du 30 septembre 2025, les responsables des programmes budgétaires se sont réunis autour d'un exercice central dans la réforme de la gestion publique, une rencontre axée sur le dialogue de gestion. Alors, en quoi consiste-t-il ce dialogue budgétaire? Gloria Oni nous éclaire. Ce moment est celui d'un échange stratégique, d'analyse et d'orientation des actions pour améliorer les performances du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. C'est aussi l'occasion d'apprécier le travail remarquable que font les préfets de département, non seulement dans la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation avec ses divers défis, mais également dans un contexte influencé par une recrudescence des attaques et incursions terroristes. Sachez qu'il ressort des travaux préparatoires au présent atelier que le budget du ministère est exécuté au 30 septembre à 79,69% base engagement et à 78,38% base ordonnancement pour une cible de 115%. Soit un écart positif de 3 points. Ce dialogue permet de mettre en lumière les avancées réalisées dans la mise en œuvre des programmes budgétaires. C'est à ce prix que les résultats en fin d'exercice vont tenir la promesse des fleurs. On parle santé dans ce bulletin, plus précisément de l'arthrite, une des formes les plus graves de rhumatisme. Tenez, des douleurs articulaires insupportables, gestes du quotidien difficiles, voilà quelques peines liées à l'arthrite. De concert avec le ministère de la Santé, la Société béninoise de rhumatologie et des maladies de l'arthrite organise une rencontre pour réfléchir et envisager les meilleures façons de soulager les personnes qui en sont atteintes. Karamatou Agbataoui Jacob Tochoido nous en parle. Elles sont accueillies en véritables héroïnes. L'équipe féminine de Maracana est de retour au pays après avoir disputé la grande finale de championnat en terre guinéenne. Un peu satisfait dans la mesure où on se disait qu'on pouvait revenir quand même avec le trophée, on n'a pas pu le faire. Cependant, il faut quand même remercier tous ces athlètes, toutes ces jeunes filles qui se sont battues en terre guinéenne et qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Il faut dire qu'on avait rencontré quand même une adversaire coriace et on a tenu. Face à l'équipe adverse, le Cameroun, qui n'a voulu rien lâcher, in fine, pour les Agodiers, un parcours remarquable, soldé par une médaille d'argent. Chez les hommes, nous sommes allés faire une expérience en sélectionnant sur toute l'étendue du territoire des athlètes qui sont à leur première expérience, mais qui n'ont pas démérité. Et Dieu aidant, nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde. Cette médaille m'a donné un nom. Je suis très fier de ça. Mes coéquipiers également. C'est une compétition. C'est la première. Je demande juste à la population béninoise de ne pas se décourager. Nous-mêmes, à notre niveau, on va continuer le travail. Des promesses fermes, preuve d'un engagement à continuer à écrire l'histoire. L'objectif est clair, transformer l'argent en or. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce matin, mais on est toujours ensemble. Absolument, génial. Je ne vais pas vous laisser partir. Il y a Patrick qui s'installe pour sa rubrique avec son invité qui vient. Mais est-ce que vous savez, je vous souffle, il va nous parler aujourd'hui de Doug Saga. Oh Dieu. Ça vous dit quelque chose? Oh Dieu. Alors, je crois que ça fait, hier, ça faisait 19 ans qu'il a tiré sa révérence. Oui, déjà. Alors, j'aimerais bien qu'on opine sur son parcours. Est-ce que vous suivez déjà Doug Saga?
Saga? Alors là, c'est pas vraiment mon dada. Pas du tout. Est-ce que vous avez déjà dansé décalé coupé? Oui, évidemment. Mais bon, c'est pas trop mon... Oui, je vous connais un peu parce qu'il est un peu style exubérant, gros cigare. Mais je connais. Oui, évidemment. C'est quand même une musique qui a fait sensation. Hein. Absolument. Tu aimes, tu n'aimes pas, ça cartonne. D'ailleurs, aujourd'hui encore, les gens fredonnent. Hein. Tout à fait. Et même moi qui n'aime pas trop le style, même quand tu passes, tu entends, ben, tu fredonnes. Vous êtes tenté d'esquisser quelque part. Oui. Patrick, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Jennifer Sativi, Jenny Assier. Alors, dites-moi, vous, évidemment, vous vous y intéressez. Vous avez dansé du Douk Saga? Oui. Vous avez dansé du Douk Saga? Oui. Oh là là, dites-nous tout. Le décalé coupé ou le coupé décalé. De toute façon, nous, on était toujours... Enfin, lui, en tout cas, c'est pas moi. Certainement pas. Toujours dans cette ambiance-là où on s'amusait à dire, oui, j'ai coupé, j'ai décalé. Ah oui. J'ai décalé, j'ai coupé. Ah, oui. Donc, c'est une ambiance qui a plu en ce moment-là. Et ça plaisait énormément parce que celui qui a initié cette danse ou initié ce mouvement est un musicien à part entière. Pas entièrement, pas entière parce que Douk Saga, c'est ce qu'on oublie souvent, c'est un guitariste, c'est un organiste. Tout ça? Oui. Il est guitariste, il est organiste. Donc, c'est pas simplement chanteur, petit qui... Non. Et il a été un maître dans l'orchestration, dans la manipulation des sons. Donc, on combine pour pouvoir mettre le beat, enfin le rythme. Pas le beat, le rythme. Ce sont les jeunes qui parlent de beat. De beat, donc, bien sûr, je vous comprends. Pour que la rythmique puisse s'asseoir sur ce qui est chant, ce qui est son. Vous voyez, donc les sons sont rythmés par rapport à tout ce qui est... enfin, voilà, la guitare basse, quand la guitare basse doit intervenir, ça sonne exactement comme la grosse caisse de la batterie. Donc, tout ça, c'est un ensemble. Oui. Je vous retrouve très passionné. Je sais que c'est votre domaine et vous nous apprenez beaucoup. J'aurais jamais parié, j'aurais jamais cru justement qu'il y avait tout ça en amont. Votre invité est également là, on va l'introduire tout à l'heure. Mais déjà, bonjour, on a parlé d'Octobre Rose, voilà la dame avec qui nous allons en parler. Déjà, avant d'en venir au sujet d'Octobre Rose, vous avez connu Douk Saga, j'imagine? Bien sûr. Vous l'avez dansé? Bien sûr. Vous l'aimiez? Beaucoup. Alors là, nous avons une fan sur le plateau. Alors, est-ce que vous saviez tout ça? Est-ce que vous saviez qu'il y avait autant de préparation en amont? Non, franchement, je découvre ça. On avait l'impression qu'il sortait plutôt de boîte de nuit, un peu de cocaïne sur le côté et puis... Exactement. Mais c'est parce que le bling-bling a pris le dessus sur les préparatifs, sur tout ce qui a été préparé en amont. Tout à fait. Préparé en amont, il a pris son temps pour observer, pour voir ce qui pourrait porter. Et en allant dans les boîtes de nuit, il a vu que pour faire bouger les gens, ce n'est pas de la musique langoureuse simplement, ce n'est pas du rythme, du slow, non. Il faut y mettre du punch. Et le punch, c'est aussi avec des mouvements qui peuvent ressembler à des mouvements désordonnés, mais qui sont quand même bien coordonnés. Parce que c'est vrai qu'on avait une musique assez, je vais dire, sérieuse. Quand Sabande et lui, ils sont venus avec tout un bouquin. Je vais revenir à vous, Génial, tout à l'heure, mais il y a Marvin qui nous a rejoint. Bonjour Marvin. Bonjour Jennifer. Un plaisir de vous avoir sur le plateau avec nous. Vous avez connu Douk Saga? On y va, hein, Franco. J'ai entendu parler de... N'est-ce pas? Est-ce que vous aidez à retrouver quelque part, à écouter sa chanson? Oui, bon, je sais que les gens font souvent, ils font souvent comme ça dans les boîtes. Ah oui. Ils font décaler, couper, en tout cas, un truc du genre. Sinon, c'est déjà ça. Voilà. Donc, on peut dire qu'il a laissé un héritage. Mais génial, je suis sûre, hein, comme vous, comme certains téléspectateurs, peut-être moi également, qu'on n'était pas trop, on était peut-être un peu choqués par toute cette exubérance, cocaïne, fumée, tout ça, n'est-ce pas? Est-ce que quelque part, ça a altéré son image, selon vous? Oui, honnêtement, je suis d'avis avec vous. C'est vrai qu'il y avait ce côté un peu bad boy, on va dire. Oui, on est direct parce que c'était le côté bad boy qui prenait le devant. Ça fait peut-être qu'un groupe de jeunes ou de personnes se retrouvait plus rapproché du grand chanteur, parce qu'après tout, c'était un géant. Hein. Ça allait toujours d'ailleurs. Incroyable. Parce que moi qui n'aimais pas,
j'en garde quand même un souvenir. J'ai esquissé des pas dessus. Mais au-delà de ce côté bad boy, c'était de la bonne musique. C'est de la bonne musique. Et puis, je suis surprise d'apprendre tout ce que Patrick Djossou disait tout à l'heure. Ça veut dire qu'au-delà du simple chanteur, du simple gars qui donnait l'aspect du bad boy, c'était quand même quelqu'un qui travaillait, qui veillait à ce qu'il y ait quelque chose de raffiné, tout à fait, de peaufiner à la fin. Donc oui, voilà. Et justement, je me demande si cette façon de sortir du carcan habituel ne fait pas que ces personnes, je m'adresse à vous, madame, soient, je dirais, admirées, parce qu'il y en a d'autres, je ne vais pas citer Arafat, quand ils viennent tout originaux avec des concepts un peu décalés, on a l'impression qu'il y a une foule derrière. Oui, bien sûr, parce que la jeunesse se retrouve plus, et on sait que la jeunesse est en grande masse par rapport à l'autre catégorie de personnes. Donc, du coup, ça prend plus vite. Je crois que c'est ça. C'est tout ça qui joue. Alors, Patrick, pour conclure justement ce petit plateau, et après on vous installe, parce qu'avec vous, on aura d'autres infos plus en détail justement sur le sujet. Quelque chose à dire, mais avant, je vais écouter Génial pour conclure. Donc, Saga, vous allez peut-être sagacité, vous savez sagacité. Ne l'humiliez pas. Mais non. Je sais juste que ça faisait quelque chose comme ça. Mais bravo. Mais c'est ça. Peut-être que lui ne fallait pas. Marvin, vous savez sagacité, vous avez démarré tout à l'heure. On y va. Sagacité. On y va. C'est la preuve qu'un artiste ne meurt jamais. Tout à fait. Des jeunes qui n'étaient pas nés à l'époque. Savent sagacité. Voilà. On y va, Marvin, encore. Ouais, la réalisation. Merci à Timothée. Merci beaucoup, Timothée Ronton. Et merci également à vous, Génial, à Fouda, aussi à Goka. Merci, Marvin. On vous retrouve tout à l'heure. Mais avant, je vous raccompagne et on suit Patrick Djossou avec son invité dans Événement à la Une. Événement à la une, 3 sujets à l'affiche aujourd'hui avec Patrick Djossou. Patrick, à nouveau bonjour. Oui, bonjour Jennifer, bonjour Jenny Assier. 3 sujets. Le premier sujet, c'est qu'aujourd'hui, cela fait le dernier jour par rapport à la présentation que le Bénin a faite à Osaka, au Japon. Nous allons commencer d'abord par un premier élément qui plante le décor, qui nous montre ce qui devait être fait, ce qui sera fait au Japon. Un premier élément que nous allons suivre, et c'est avec Blaise Adampo. Pendant 6 mois, le pays mettra en lumière son patrimoine artistique, son dynamisme économique et son riche savoir-faire à travers un pavillon immersif et innovant. Baptisé Bénin Horizon, cette vitrine porte la promesse d'une expérience unique où traditions ancestrales et créativité contemporaine vont s'entremêler. Au-delà de l'expérience culturelle, cette exposition représente aussi un tremplin pour le Bénin en matière d'investissement et de diplomatie économique. L'Expo Osaka 2025, c'est du 13 avril au 13 octobre sur l'île de Yumeshima au Japon. Un rendez-vous mondial où le Bénin entend bien briller parmi les plus de 160 nations. Oui, alors c'était le 13 avril, du 13 avril au 13 octobre. Aujourd'hui, on est le 13 octobre. Et ils sont allés à Osaka, au Japon. Au Japon, il y a eu une journée consacrée entièrement au Bénin. Nous allons suivre cette fois-ci une autre personne du desk sport, enfin de la division sport. Après Blaise Adampo, c'est maintenant Herman Rodrigue Amega. Il était au Japon, on suit son élément. Le drapeau tricolore agité avec enthousiasme par les amis du Bénin et autres curieux venus découvrir cette terre du golfe de Guinée qui se porte à eux. Pour la célébration de la journée du Bénin à Osaka, l'aube nouvelle retentit. Sur le podium, les lumières sont tamisées et la magie opère. La créatrice de mode Nadia Adonlé dévoile sa nouvelle collection, Shango. Un hommage au culte Egungun
Des silhouettes majestueuses, des tissus virevoltants qui ouvrent une lucarne sur une réalité culturelle du Bénin. Pour sublimer cette déambulation, une voix, Pépé Oleka, la vocaliste béninoise, envoûte la scène. Entre chants, poésie et incantation, elle donne vie à chaque pas, chaque étoffe. Et puis, la pulsation s'intensifie, les tambours retentissent. Entrent en scène les pépitards, des jeunes qui savent battre la mesure en toute maîtrise. Leurs battements résonnent comme un appel. Le public japonais retient son souffle, puis se laisse emporter. Signe de l'amitié entre le Bénin et le Japon, Shadow, jeune créateur de contenu bien connu des internautes béninois, pousse la chansonnette. Il prend le risque de fredonner un classique du Bénin. Un enchantement, un coup de cœur venu d'ailleurs que le public n'est pas prêt d'oublier. À l'autre bout du monde, le Bénin a eu son heure de gloire. Le pays a fait bien plus que présenter sa culture, il l'a fait rayonner. Oui, le Bénin a fait rayonner sa culture. Absolument. Voilà, c'est deux sujets en un. Enfin, je voulais parler du début, ce qui devait être fait, et puis la fin, ce qui a été fait. Le Bénin a rayonné, et jusqu'à ce jour, le Japon continue toujours d'en parler. Et c'est une marche vers quelque chose de grand, quelque chose de magnifique, quelque chose de grandiose. Et grandiose rime avec rose. Et on va parler de la marche rose. Tout à fait. Mais permettez-moi de vous dire, Patrick, que vous nous avez fait voyager. Nous sommes au Bénin, mais on a eu l'impression qu'on a parcouru les différentes contrées, écouté l'histoire autrement, dansé. En tout cas, on a vibré. Je suis sûre que c'est le cas, Marvin, et notre invité. Bien sûr. Quelle est votre partie préférée? Moi, quand le japonais chantait là. Pareil. Et vous, Marvin? Pareil aussi, le tableau spécial de Pépé Oleka entre danse et incantation. Franchement, merci de nous avoir appelé ce point très important. On entre maintenant dans la marche rose. Oui, dans la marche rose. Et la marche rose a commencé depuis quelques années, mais nous, on est à la première édition de la marche rose à Cotonou. Je vais juste rappeler qu'il y a eu une marche rose à Parakou, et c'est cela que nous allons suivre avec Dorcas Tito Tchaledji. Du carrefour à Louda au marché des Pots, en passant par le rond-point Kérékou, il marche pour dire non au cancer gynécologique et mammaire. 10 km de marche santé pour sensibiliser les populations, en particulier les femmes, à l'importance du dépistage. Selon les spécialistes, les cancers du sein et du col de l'utérus peuvent être évités. Un dépistage précoce offre également des chances de guérison de plus de 90%. D'autres séances de sensibilisation sont prévues pour marquer de manière significative le mois d'octobre rose. Oui, d'autres sensibilisations sont prévues pour marquer le mois d'octobre, le mois rose. Et pour marquer ce mois d'octobre, mois rose, nous, on est allé chercher une personne qui est la Dame Rose actuellement sur les réseaux sociaux. Bonjour Pam. Bonjour, monsieur. Oui, c'est la marche rose by Pam. C'est ça. Alors, Pamela Dalmida, qu'est-ce qui vous a poussé à penser à cette marche rose? Déjà, j'ai la maman d'une amie qui est décédée du cancer du sein. Oh là. Et j'ai vu toute la souffrance qu'elle a endurée parce que j'allais souvent la voir et tout. Et c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Donc, un jour, j'ai dit sur les réseaux, au début du mois, j'ai dit, mais il n'y a pas quelque chose qui est fait pour vraiment sensibiliser les femmes. En tout cas, moi, je ne vois pas ce qui est fait. Donc, et si on faisait une marche
pour déjà apporter notre soutien à ces femmes-là qui sont dans cette situation, qui ont déjà le cancer du sein, et pour prévenir les autres qu'il faut se dépister tôt. C'était juste une idée que j'ai déposée sur ma page. Oui. Et moi, je suis allée dormir. À mon réveil, c'était à 500 partages et 1000 commentaires. C'est ce qu'on appelle une publication virale. Hein? N'est-ce pas, Marvin? 500 partages et 1000 commentaires. Près de 1000 commentaires. Oui. Et je me suis dit, mais j'ai créé quoi là? Et j'avais déjà plein de messages. Ah, madame, vous allez faire la marche là. Hein? Et c'est comme ça que je me suis laissée porter par la chose. C'est tout. Voilà. Et ça a pris tellement que vous avez décidé de choisir une date pour le mois. J'ai demandé, puisque c'est une communauté, donc je leur ai demandé quel jour il faut qu'on le fasse en octobre, déjà qu'on est dans le mois d'octobre rose. Et on a décidé ensemble que ça allait se faire le 26 octobre. Je n'ai pas pris la décision toute seule. J'ai pris l'avis des uns et des autres et on a décidé que ça allait se faire le 26 octobre, déjà comme c'est un dimanche, pour permettre d'avoir un plus grand nombre de personnes. Et c'est ce qu'on a décidé. Le 26 octobre, pour ceux qui sont béninois ou Dao béninois, ils savent ce que c'est cette date, le 26 octobre 1972. Oui. Alors, lorsque cela a pris, vous-même, est-ce que vous ne vous êtes pas senti un peu comme toute petite par rapport à une organisation qui prend de l'ampleur? Si, j'ai eu peur. Je me suis dit, comment je vais gérer ça? Heureusement que, comme on dit, les réseaux sociaux, ça peut te porter comme ça peut te descendre. Dieu merci, j'ai une communauté très responsable. Donc, tout de suite, des gens sont venus vers moi. Ah, il faut que tu fasses ci. Ah, il faut que tu fasses ça. Ah, il faut que tu prennes telle autorisation. Donc, je vais dire que là, tout est prêt. On attend juste. Un peu de ce qui pourrait être considéré comme préparatif pour cette Il faut déjà prendre des autorisations au niveau de la préfecture, au niveau de la mairie de Cotonou, pour demander l'autorisation de faire une marche et expliquer pourquoi la marche. Les autorisations ont été prises déjà. Super. Il faut se rapprocher de la police, des sapeurs-pompiers, du SAMU, pour assurer la sécurité. Si jamais il y a un incident, quelqu'un a, je ne sais pas, peut-être un asthmatique, il faut assurer tout ça avant de dire que oui, la marche aura lieu. Et j'ai déjà réglé tous ces paramètres-là grâce toujours à ma communauté qui ont toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc voilà, je suis quand même curieuse de savoir, Patrick, est-ce que ce sera juste la marche ou est-ce qu'il y a d'autres choses prévues pour ponctuer cette activité-là? Si, il y a d'autres choses prévues. Déjà, quand on va finir la marche, il y aura un dépistage gratuit sur place. Parce que, comme je l'ai dit, l'idée a tellement pris que des agents de santé sont rentrés en contact avec moi. Le groupement national des sages-femmes est rentré en contact, elles seront là. Et beaucoup d'organismes qui s'occupent de la santé. Donc, on aura une pléthore d'agents de santé sur place qui vont venir avec leur équipement et qui vont faire un dépistage gratuit à toutes les marcheuses et toute personne désireuse de faire un dépistage. On aura une séance d'information parce que on dit qu'il y a l'information à le pouvoir. Donc, ils vont passer des informations et après on aura une petite collation parce que on va manger, boire, juste un petit truc et puis s'amuser et puis chacun va se séparer, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un itinéraire qui est déjà prévu pour cette marche? Oui. Nous allons marcher du carrefour Erevan, Bioguera, jusqu'à la place de l'Amazone en aller-retour. C'est ce qui fait exactement 10 km de marche. Alors Marvin, vous allez participer à la marche? En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez quand même de l'initiative? Parce que le cancer, c'est un sujet qui touche les femmes et de plus en plus on en parle, mais ce n'était pas forcément le cas, n'est-ce pas? Oui, moi je trouve que c'est une très bonne initiative. Déjà, bravo, félicitations à vous. Et c'est comme vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux, on peut exploser dans le bon sens, comme on peut exploser dans le mauvais sens. Et je pense que les bonnes initiatives comme celle de Madame, on peut faire la part des choses en explosant. Donc, je vais solliciter les jeunes à y aller. Sur vous, hein. Et moi-même, je ferai ma part en restant sur, en relayant l'affiche et le maximum de choses. C'est ça que je voulais demander, que Marvin puisse encore plus porter l'information. Je vais porter l'information. Oui, et il a dit que tout le monde va être dans une tenue,
je crois, on peut avoir l'information sur votre page. Oui, sur ma page. Toutes les informations sont là. C'est épinglé, ce qui concerne la marche. Dès que vous ouvrez la page, c'est la première chose que vous allez voir. Dites-nous la page. C'est Pamela d'Almeida. Ça a près de 20 000 abonnés. C'est cette page-là qu'il faut visiter. Parce qu'il y a d'autres comptes Pamela d'Almeida qui ne sont pas moi forcément. Alors, pour les gens comme moi qui sommes en train de noter, c'est P-A-M-E-L-A. D'accord. Et d'Almeida, c'est le D'-A-L. Voilà. Comme on le connaît. Voilà, Marvin vous a déjà vu. Oui, je l'ai déjà vu. Vous avez vu la marche? Oui, j'ai vu. D'accord. J'ai vu le t-shirt aussi, je crois. D'accord. Voilà. Donc, il y a un t-shirt disponible. Oui. D'accord. Et c'est sur tous les réseaux, Instagram, Facebook. Moi, je suis beaucoup plus Facebook. Sur Facebook. Mais mes abonnés, ils ont envoyé ça sur TikTok, ils ont envoyé ça sur Instagram. En tout cas, ils ont fait la comme je dis. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. Vous avez une communauté très gentille. Hein? Oui. En tout cas, je rends grâce. Merci à la communauté de Pamela d'Almeida. Et cela nous permet de dire, oui, Octobre Rose, il ne s'agit pas simplement de crier Octobre Rose, il faut participer. Participer. Je ne dirais pas aux hommes de participer autrement parce que ça, ce sont les scientifiques qui viendront, les médecins qui viendront nous parler de palpation, de succion. Absolument. Oui, tout ce qui tourne autour, ils viendront en parler. D'accord. Oui, parce que ça fait toujours un effet. Un peu débat quand même. Hein? Alors, merci Patrick, merci. Oui. Nous sommes à la fin de votre rubrique. Oui. Et on se retrouve demain, n'est-ce pas? Demain, par la grâce de Dieu. Voilà, mais vous le savez, j'aime toujours faire un tour de table pour recueillir les avis. La marche, vous y participerez? Oui. Vous allez essayer? Sans aucun doute. Avec le programme chargé qu'on nous connaît, hein? Il faut quand même... C'est un dimanche. C'est un dimanche. À 7h du matin. Oui, à 7h du matin. Je pense que tout le monde peut essayer de se rendre disponible quand même. Marvin, vous y participerez également? Je vais d'abord soutenir et faire le nécessaire pour être présente. D'accord, merci. Je vais également essayer d'être présente. Déjà, je crois que la marche fait toujours du bien à l'organisme. Oui. Donc, c'est une très belle initiative. Merci beaucoup, Patrick. On va vous raccompagner. On va marquer une pause et on revient pour Instant Politique. À mesure que l'on s'approche des prochaines échéances électorales, le climat politique s'anime et les débats s'intensifient. Les institutions peaufinent les préparatifs techniques, les partis politiques affûtent leur stratégie pendant que la société civile appelle à la transparence et à la participation citoyenne. Mais concrètement, où en est le processus électoral aujourd'hui? Pour en parler, nous recevons pour vous Eugène Alossoupo, un observateur averti de la scène politique béninoise. Bonjour et bienvenue, monsieur Alossoupo. Bonjour Jennifer, bonjour aux téléspectateurs. Alors, vous êtes docteur en sciences de l'information, communication et médias, expert médias, enseignant du supérieur et analyste politique. Et justement, c'est à ce titre qu'on vous reçoit ce matin. D'entrée de jeu, dites-nous comment percevez-vous globalement le climat politique actuel à quelques mois des prochaines échéances électorales? À mon avis, le climat politique est à la normale. Normal parce que nous avons des échéances électorales qui s'annoncent, des échéances très importantes. Et pour la première fois, nous allons organiser des élections cumulées. Vous savez que les communales et les législatives seront organisées le même jour et bien après la présidentielle. Donc, chaque chapelle politique s'active pour prendre part à cette élections-là. C'est vrai que chacun y va de ses moyens, chacun y va de sa stratégie. Et vous avez su que très tôt, la mouvance a choisi son duo, pendant qu'ailleurs, ce n'est pas encore le cas. Il faut patienter un peu. Ça paraît un peu plus compliqué. Dans tous les cas, tous les partis ont l'obligation de déposer la liste de leur duo au plus tard le 14 octobre. Et donc, c'est demain. Donc, demain, nous saurons qui sont candidats et qui ne le sont pas. Tout à fait. Et on attend, je ne vais pas dire impatiemment, mais ce qui est sûr, l'alerte sera donnée. Mais revenons justement au processus électoral en question. Quelle est la particularité de ce processus que nous avons actuellement lorsqu'on tient compte peut-être des précédents?
Oui, la particularité, c'est que nous allons organiser 2 élections ensemble. Ce sont les élections générales. Mais dans le contexte, il faut constater qu'avant 2016, eh bien, les choses ne se faisaient pas de la même façon. Avant 2016, chacun poursuivait son lièvre, chacun avait sa façon de fonctionner, de petits partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des grands ensembles politiques, et ces ensembles-là, ce sont eux qui dictent la loi sur la scène politique, puisque désormais, si vous n'êtes pas d'un parti politique, eh bien, nouvelle formule, eh bien, vous n'avez pas droit au chapitre politique. L'un dans l'autre, il y a comme une discipline qui s'observe sur la scène politique. Naturellement, cela se comprend, puisque en 2017, il y a eu des textes qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale, des textes qui ont appelé à des grands regroupements politiques, et eh bien, les acteurs politiques étaient obligés ou sont obligés de se conformer à cette logique nouvelle qui s'impose à chaque homme politique si vous devez rester sur le champ politique. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a selon vous quand même je dirais des insuffisances, des failles, on va peut-être dire à ce niveau-là, parce que globalement, on a beaucoup de personnes qui sont satisfaites, mais quelquefois encore d'autres qui ne sont pas toujours très contents. Donc je suis curieuse de connaître votre avis sur ça se comprend. Vous avez avant 2016 des personnalités qui avaient la possibilité de se faire élire à elles seules et qui ont perpétué leur hégémonie sur des législatures. Aujourd'hui, ces personnalités sont obligées de s'incrustrer dans des partis politiques et n'ont pas nécessairement droit au chapitre. Il y en a qui ont adhéré à ces regroupements politiques, mais qui n'ont pas été candidats. Et donc, comprenez leur frustration. Et vous savez, la scène politique, parfois, ce n'est pas un jeu d'église. Il y a des contraintes. Il y a la discipline de groupe. À partir du moment où des tests ont été adoptés, qu'on soit pour ou contre, pour réguler la scène politique, chacun de nous, chaque acteur politique est obligé de se conformer à ces nouveaux tests-là, qu'on soit content ou pas. Dans tous les cas, ce qui est en cours, vous savez, si on devait mesurer les mécontents, eh bien, il y en aurait beaucoup. Puisque, bon, tout ce que vous faites qui appelle de nouvelles habitudes, eh bien, forcément objet à des mécontentements. Les réformes avantagent les uns et les autres pourraient se sentir pénalisés. Mais bien, il n'y a pas de logique. C'est toujours, on peut être pour ou contre les réformes, mais c'est toujours mieux qu'il y ait cet ensemble-là qui soit actif. C'est largement mieux, c'est plus discipliné par rapport à ce que nous avons observé où il y avait 400 à 600 partis politiques. D'autres ont estimé que c'est une restriction des libertés politiques, c'est leur choix, mais les démocraties les plus fortes que nous imitons sont des démocraties qui ont traversé 400, 500 ans de difficultés avant de se parfaire. Nous n'avons pas encore atteint les 40 ans, nous avons du temps à faire, et le Béninois a envie d'être dans la perfection, mais il faut avoir l'âge de la maturité pour être dans la perfection, et nous allons continuer à faire notre bonhomme de chemin. Ceci ne veut pas dire que tout ce qui est contenu dans les réformes du système partisan, tout ceci est bon, tout ceci on peut pas faire, mais à l'épreuve de la pratique, ensemble, nous trouverons les solutions utiles pour parfaire les tests qui sont en vigueur aujourd'hui. D'accord, merci pour ces précisions quand même de l'analyse politique, mais en tant que citoyen, je suis curieuse de connaître votre avis. Si je devais vous demander laquelle des méthodes préférez-vous? Au niveau du processus électoral, justement. L'ancienne et l'actuelle. Je suis largement partisan des réformes du système partisan. On ne pouvait pas continuer à faire comme nous le faisions. C'est vrai, on piétine toujours des intérêts quand on décide de faire autrement les choses. Mais cette fois-ci,
expérimentons cela sur la durée et tirons en les conclusions, quitte à pas faire les tests à l'avenir. Merci beaucoup. Et l'autre chose également, c'est la Sénat qui intensifie beaucoup ses activités, des sensibilisations, des formations. Comment analysez-vous tout cela? Nous avons une commission électorale nationale autonome qui a gagné en maturité, du moins en ingénierie électorale. Rappelez-vous qu'en 2023, aussitôt après l'organisation des législatives, les résultats ont été proclamés sans attente. Cette Sénat restructuré, parce que désormais vous avez le Conseil électoral, mais vous avez la Direction générale des élections. Cette Direction générale qui est bien la cheville ouvrière de l'organisation des élections. Et nous avons constaté que très tôt, cette institution a publier un calendrier qui met tout le monde à l'aise et qui situe les acteurs politiques sur ce qui est à faire dans le cadre des élections générales. Par exemple, nous savons que le premier tour de la présidentielle aura lieu le 12 avril et que la campagne pour le premier tour, c'est le 27 mars, si j'ai bonne mémoire, et que le deuxième tour, s'il devait y avoir un deuxième tour pour la présidentielle, aura lieu le 10 mai et que les résultats doivent être donnés 48 heures après, soit le 12 mai 2026. C'est à l'actif de cette institution qui multiplie. Il y a plusieurs rencontres avec les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, pour aplanir et se fixer l'esprit des uns et des autres sur les tests en vigueur. Je n'ai pas de doute sur la réussite totale du processus électoral. Quand bien même c'est pour la première fois que nous allons faire les élections cumulées, nous ne pouvons pas espérer qu'aussitôt après les élections cumulées communales et législatives, on donne les résultats 48 heures parce que c'est beaucoup de candidats. Et donc, mais la Cour, du moins la Sénat, fera diligence pour que dans un temps record, nous puissions avoir les résultats, quitte à mettre le cap sur la présidentielle, dont le premier tour est fixé pour le 12 avril. Tout à fait. Et justement, quelque chose que la Sénat a longtemps martelé au cours de ces formations, c'est un appel à la transparence, à l'inclusivité. Est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour des élections transparentes et inclusives? La transparence, c'est quoi? C'est pour moi la possibilité que chaque partie prenante puisse voir de près ce qui se passe et y participer. Aujourd'hui, nous sommes à une étape où tous les partis qui le désirent et qui remplissent les conditions peuvent être candidats. L'essentiel est d'avoir le nombre de parrainages nécessaire. Sur ce pan-là, il ne devait pas avoir de problème. Lorsque vous avez le nombre de parrains qu'il faut et que vous avez votre quitus fiscal comme fixé par les tests, vous pouvez être candidat. Alors, il y a des règles, il faut avoir 25 ans pour être candidat aux législatives, 40 ans au moins pour la présidentielle. Si vous respectez ces conditions-là, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas candidat. La transparence, c'est après l'organisation, du moins c'est le jour du scrutin et jusqu'à la proclamation des résultats. Vous savez que dans les bureaux de vote, il y a des représentants des partis politiques qui ont l'œil sur les résultats et il y a des partis politiques qui ont même mis des structures, des centres de coordination des résultats en place juste pour avoir les résultats au moment opportun. Je crois que cette possibilité est laissée à chaque parti politique et les acteurs politiques veillent au grain. Personne n'a envie d'être en arrière du processus et donc c'est totalement, ce n'est pas... Vous savez, il y a des étapes comme le disent de fraude qui sont largement qu'on ne peut plus expérimenter au Bénin. C'est vrai qu'en matière d'élection, chacun y va de ses moyens, mais je pense qu'il y a des étapes que nous avons franchies et la transparence est de mise. Dès que vous êtes candidat, vous avez la possibilité de suivre l'ensemble du processus jusqu'à la proclamation des résultats et la Cour constitutionnelle qui valide les résultats a aussi pris des mesures. J'ai vu des séances, des rencontres avec les acteurs et entre les membres de la Cour pour juste mettre tout le monde à l'aise quant à ces élections générales. D'accord, donc les conditions sont donc réunies et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Parlons à présent de la participation des partis politiques. Quelle lecture faites-vous justement de leur participation, en l'occurrence celle de l'opposition? Les partis politiques, vous savez, je ne suis pas au parfum de ce qui se passe à l'intérieur des partis politiques. Je fais une analyse de l'extérieur.
bon, les partis politiques sont à l'œuvre pour participer à la présidentielle. Vous avez vu toutes les informations qui sont diffusées sur le parti Les Démocrates ces derniers moments, difficulté de désigner le duo, et puis finalement, ça doit se faire ce 13 octobre si nous en tenons aux élections. Et c'est une analyse personnelle que l'opposition a été prise de court par la désignation inattendue du candidat de la mouvance. C'était le 30 août, personne ne s'y attendait, c'est arrivé. Et ça a tangué un peu le système de l'opposition, la stratégie. Je pense que l'ardeur avec laquelle la rigueur de dénonciation constatée au niveau des démocrates devrait les amener plutôt à avoir plusieurs tactiques de désignation de leurs candidats. Je pense que ce parti-là est en difficulté, et quel que soit le schéma qui va se dessiner, quel que soit celui qui sera le candidat de ce parti-là, il y a peut-être des branches de ce parti qui pourraient se détacher. Parce que vous avez des gens qui ont déjà fait 10 ans d'opposition ailleurs avant de rentrer dans les démocrates. Il y en a qui sont en train de faire 20 ans d'opposition et ils sont dans les démocrates. Certainement, ils n'ont pas envie de faire 30 ans d'opposition. Et donc, chacun... Et puis, être l'opposition politique n'est pas une prescription médicale. On ne dit pas si vous n'êtes pas opposant, vous allez mourir. C'est une option politique. C'est un choix qu'on fait dans la perspective que ce qui est en cours puisse changer en sa faveur. Et donc ceux-là sont décidés, vont jouer leur destin. Ils sont libres de décider comme ils veulent si le candidat désigné ne leur convenait pas, et je pense que l'actualité à venir sera au sein du parti La Démocratie. Est-ce que cela pourrait justifier, je vais dire un peu, l'attente à laquelle, l'attente qu'on observe aujourd'hui en ce qui concerne le choix d'un candidat dans l'opposition ou la désignation? Je pense que ce qui s'observe aujourd'hui à l'intérieur du parti Les Démocrates, et c'est une analyse personnelle, c'est dû au fait que très tôt, ce parti n'a pas focalisé ses attentions sur la stratégie à déployer pour les élections générales. On a, pendant longtemps, et je l'ai dit à maintes reprises ici, on a passé le temps à focaliser les attentions sur M. Patrice Talon. Et pendant tout ce temps-là, ce parti n'a pas anticipé. On ne devrait plus en être à l'étape de désignation du choix de candidats à 24 heures du dépôt des dossiers de candidature. Maintenant, chaque parti a ses réalités internes, chaque parti sait comment se sauver d'affaires, et nous leur souhaitons bonne chance, puisque tout ce qui se passe contribue à la vitalité de la démocratie qui leur est chère, qu'ils veulent réveiller entre griffes, puisque pour eux, la démocratie a eu quelques difficultés ces 9 dernières années. C'est leur analyse. Les autres pensent que tout va pour le meilleur dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes. Donc, nous sommes sur la scène politique. Et la scène politique, chacun tire le drap de son côté, quitte à avoir l'aval des électeurs. Puisqu'en dernier ressort, ce sont les électeurs qui décident. Également, je le disais, vous êtes expert média. Comment les médias peuvent couvrir, justement, qui jouent un rôle important dans cette période-là, comment est-ce qu'ils peuvent couvrir tout en conciliant responsabilité et liberté d'expression? Je suis d'accord, nous sommes en campagne électorale, et la campagne électorale, sur la scène politique, ce sont 3 acteurs principaux. Ce sont les hommes politiques, ce sont les médias et ce sont les électeurs. Les médias au centre des deux bornes doivent jouer un rôle capital et jouent déjà ce rôle capital. Mais attention, nous sommes en période électorale où des partis politiques vont vendre leurs projets de société. Eh bien, les médias doivent se faire rentabiliser pendant cette période-là. Ils vont jouer leur rôle régalien d'information, mais lorsque les partis les commettent, ces partis doivent mettre la main à la poche pour les payer, quitte à avoir le résultat qu'il faut.
Ces médias-là, il n'y a pas de campagne électorale sans médias. Les médias sont des acteurs clés, même si aujourd'hui, ces médias disent qu'ils ont la portion congrue, eh bien, les choses peuvent être rectifiées. Je suis homme des médias, je suis enseignant des médias, je sais que c'est plus ou moins difficile. Il y a beaucoup de médias qui ne vivent plus, mais qui vivotent. Et certainement que les jours à venir leur réservent de très beaux moments. Nous sommes à la fin, mais je vais vous laisser en quelques secondes passer un message aux citoyens béninois en cette phase décisive. Très rapidement. Je pense que le Bénin n'est pas sur le mauvais chemin. Nous allons organiser les élections. Les électeurs vont décider de celui qui va les gagner. Et donc, le Bénin va continuer à vivre, ce que nous souhaitons. Et nous sommes pays de paix, quelles que soient les tendances, quelles que soient les dénonciations. Nous devons, à l'unisson, sauver ce qui est déjà acquis pour que le pays continue à faire ses merveilles telles que commencées en 2016. Merci beaucoup, Eugène Alosoukpo. Vous êtes docteur en sciences de l'information, communication et médias, expert média, enseignant du supérieur et analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir donné tous ces détails-là. Je vous raccompagne et j'installe le prochain plateau. Merci à vous. Elles sont en train de s'installer, mes chères dames, et l'un de nos invités, oh là là, qu'est-ce qu'elles sont en beauté ce matin. Bonjour Ghislaine, bonjour Heureuse. Bonjour Jennifer Sativi, comment vous portez-vous ce matin? Je me porte parfaitement bien, très heureuse. Ghislaine, toujours heureuse également. Bonjour, comment allez-vous? C'est important. Bonjour également, docteur. Bonjour, madame. Ok. Alors, et avant d'installer Heureuse, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez suivi, hier, ça faisait 19 ans que Doux... Ah oui, évidemment. Vous ne pensez pas que vous alliez échapper. Vous allez danser, vous allez s'agaciter sur ce plateau. En tout cas, je m'y attendais. N'est-ce pas? Oh là là, en tout cas, oh là là. Non, non, attendez, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Vous me regardez là. Ah là là là, avec. Je signale que la sagacité, c'est pas que la danse. Non, il faut que la réalisation zoome parce que les détails comptent. Les détails comptent. Quelles lunettes encore? Oui, c'est la sagacité. Oh là là, Ghislaine. Non, on sent que vous avez vécu l'époque. Mais je vous connais quand même très chill et très détente. Non, gardez, vous devriez garder, hein, ça vous va si bien. Carrément. Ça vous va si bien. Je suis venue en venant parce que je savais que vous n'allez pas nous... Certainement pas. Certainement pas. Alors, avant de revenir à Rose, qu'est-ce que vous pensiez de Doux Saga? Je suis sûre que vous avez déjà dansé ces morceaux. Ah ben oui, absolument ça. Je ne sais pas qui ne l'a pas fait. En tout cas, on l'a fait. Moi, personnellement, je dansais Doux Saga sans chercher à aller connaître la personne. Ah oui. Parce que vous me connaissez bien. J'aime bien le show. Tout à fait. J'aime bien le rythme. Et c'est après que j'ai appris que la sagacité, c'est pas que dans la danse. Et c'est à sa mort, justement, que j'ai commencé à suivre les actualités. Que la sagacité, c'est pas que dans la danse, c'est aussi dans le style, c'est beaucoup de mouvements. Et c'est là on a vu les jeunes en train de sortir avec des chaînes pendant au niveau des ceintures, des lunettes de toutes sortes, des montres bracelets. Et c'est en ce moment que j'ai vu des hommes commencer à porter des montres bracelets au bras droit. Oui, c'est tout à fait. Ça a son nom, ça a sa signification. Des bagues ou des bijoux qu'on aligne au niveau des doigts. Et chaque détail a sa signification. Et c'est là, dis donc, les Ivoiriens, chapeau. Mesdames, messieurs, dites-moi merci. Je vous ai révélé Ghislaine sous une autre forme. Vraiment, hein? En tout cas, moi-même, je la redécouvre. La Ghislaine sagacité. Vous allez esquisser quelque part ou on passe à Heureuse d'abord? Non, mais Jennifer, vous ne voulez pas nous lâcher. Non, je vous reviens. Vous allez sagacité sur le plateau, forcément. Heureuse, vous savez sagacité? Je sais sagacité dans les coulisses. Bon, on va le faire au plateau en direct. On y va, en plateau en direct. Pardonnez. D'accord. Bon, je comprends que vous ne savez pas sagacité, mais qu'est-ce que vous pensez de Doux Saga Ah bon, on a tous dansé, hein? On a dansé, on a même fredonné parfois, on ne comprend rien de ce que ça dit. Et il a eu une belle relève avec... Arafat DJ, que moi j'admire beaucoup, contrairement à Doux Saga, mais il a fait bouger. Mais pourquoi vous n'admirez pas Doux Saga? Bon, peut-être à cause de l'âge, je dirais. En son temps, ce n'était pas trop, moi, mon souci. D'accord.
Mais à l'ère de Arafat Didier, oui. Vous étiez dans le bain. J'étais bien moi-même. Mais Ghislaine est dans le bain toujours, hein, depuis longtemps. Je vous assure. Je voudrais quand même relever quelque chose. Pas parce que Heureuse vient de dire. Douk Saga, on peut ne pas aimer la personne, mais il a révolutionné le coupé-décalé ivoirien d'une certaine façon. Moi, j'avoue que le personnage, personnellement, ne me dit rien. D'abord parce que ça dénote un peu de la voyoucrasie dans leurs élans. C'est le champagne à gogo, bien sûr, la cigarette, et l'agent où vous dites qu'on frime dans tous les sens. Donc c'était un peu de la voyoucrasie dans les thèmes les plus bas possibles et en tant que qu'on appelle enfant un peu réservé ou bien l'éducation que nous avons reçue ne nous permettait pas de lancer tout ça, mais c'est pas ça qui empêchait d'apprécier le rythme. Et j'ai d'autant plus apprécié encore plus le coupé décalé et grâce à Serge Beno, n'est-ce pas? Le créateur. Le créateur. Merci. Le quoi? Le créateur. Heureuse. On en revient à vous tout à l'heure, mais docteur, je ne sais pas, tout ce qu'on dit, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Douk Saga par-ci, coupé décalé par-là. Vous avez dansé aussi? Oui, j'ai dansé. Ah, mais voilà. J'ai eu à danser. Ah oui. Douk Saga a impacté toute la génération. Il faut que nous fassions. Une partie de mes stages de spécialisation en Côte d'Ivoire. Ah oui. Vous savez que là-bas... Ah ouais. Il l'a bien vécu, en fait. Il l'a mieux vécu que nous, carrément. Nous allons conclure en danse. Je commence par docteur. On y va. C'est simple. Le peuple de nous dévoiler, quoi. Ghislaine sait qu'elle clôture la danse. Mais on y va, docteur. Heureuse. Bravo, sagacité. On y va. Mais là, moi, je vais pas faire avec la main. On y va. Mesdames, messieurs, admirez. Dis donc. Oh là 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 là. La réalisation peut nous aider. Non, allons-y. Non, vous savez, les téléspectateurs n'ont pas eu le temps d'apprécier, de savourer. Donc, si vous pouvez y aller. Spectacle le samedi. Ok, on va le faire en direct avec les mains. Avec les mains. Finalement, ils ne l'ont pas vu danser. Mais nous, on s'est offert, quoi. Carrément. Bon, le rendez-vous est pris, je sais, je suis sûre que connaissant Ghislaine, elle va nous offrir d'autres spectacles. Donc, je ne m'en fais pas pour vous, je vous attends. Non, mais les tickets sont déjà en vente. Les tickets, n'est-ce pas? On va en parler. On fera l'annonce ici, même sur le plateau. Merci beaucoup, chère dame. C'est agréable, justement, de faire ce petit tour dans le passé. J'ai tellement envie de vous dire de garder vos lunettes de sagacité, mais non. On descend, on va entrer. Tout à fait. Alors, un peu plus sérieux. À Instant Santé. Bien que le petit pas que j'ai fait tout à l'heure, là, ont donné mal aux genoux. N'est-ce pas? La prise en très bien avec la thématique. Donc, place à l'Instant Santé. Heureuse et son invité parle justement de ce sujet qui a été un tout petit peu évoqué par Ghislaine. Heureuse, bonjour. Bonjour, rebonjour Jennifer. On parle des articulations, quand nos articulations crient douleur. Et là, nous avons sur le plateau un rhumatologue, docteur Iled Osiovo, pour aborder la thématique avec nous. Docteur, merci d'être là ce beau matin. C'est moi. Alors, avant d'entrer plus amplement dans la thématique, je vais nous inviter à suivre ce témoignage en quelque sorte de Alexandra sur ses douleurs avec ses articulations. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec beaucoup plus de douleurs. J'ai telle chose à faire. Chaque matin, pour Alexandra, dans la fleur de l'âge, c'est le même combat. Déjà pour se lever du lit, c'est toute une gymnastique. Il faut se mettre sur le côté, descendre un pied après l'autre. Le dos qui te fait mal, il faut trouver la bonne position. Et parfois, tu te réveilles avec les articulations crispées. Il faut prendre le temps de masser petit à petit pour détendre les nerfs et les articulations avant de pouvoir commencer ta journée. Pourtant, elle n'a ni accident, ni fracture. Juste une maladie qu'on associe rarement à son âge. C'était très épique pour moi parce que j'arrive à la consultation, cette première consultation justement. À un moment, j'observe la salle d'attente et je ne vois que des personnes du 3e âge avec leur canne. Quand même, tu vois des gens retraités et tout. Moi, je commençais à peine ma vie professionnelle et je me disais, mais
qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'avoir cette maladie? L'arthrite est une inflammation chronique des articulations. Elle peut survenir à tout âge selon les rhumatologues et provoquer des douleurs persistantes, parfois invalidantes. Une arthrite, c'est un signe, ce n'est pas encore un diagnostic. Et donc, plusieurs causes peuvent engendrer une arthrite. Les causes les plus fréquentes d'une arthrite, c'est par exemple une infection. Lorsque un microbe entre dans l'articulation, ça entraîne une inflammation de la membrane synoviale au niveau de l'articulation. Donc on a une arthrite infectieuse. On peut aussi avoir une arthrite inflammatoire pure qui n'a rien à voir avec un microbe, mais plutôt avec des maladies auto-immunes, c'est-à-dire des maladies où le système immunitaire se retourne contre l'organisme et attaque les cellules au sein de l'articulation. Et donc, on peut aussi avoir des inflammations. On peut aussi avoir une arthrite dans des pathologies tumorales, c'est-à-dire lorsqu'on a un cancer en cours, on peut aussi avoir une inflammation de l'articulation. Dans de rares cas, nous pouvons avoir des inflammations aussi au cours de l'arthrose. Tout le monde peut souffrir de l'arthrite, y compris les enfants, même les nouveaux-nés, les nourrissons. Moi, je pense que c'était mon cas, mais puisque en ce moment, il n'y avait pas forcément d'informations par rapport à ça, j'ai dû traîner la maladie jusqu'à un niveau. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça rend la rémission un peu plus difficile parce que ça n'a pas été diagnostiqué plus tôt. Quand nos articulations crient douleur, il faut consulter, car l'arthrite n'a pas d'âge. Plus on attend, plus les articulations se déforment. Un diagnostic précoce peut tout changer. Eh bien voilà, quand nos articulations crient douleur, il faut automatiquement consulter un rhumatologue. C'est l'idéal parce que, qu'on le veuille ou pas, les douleurs s'aggravent, le mal devient plus grandissant, comme on le dit. Alors, docteur, le rhumatisme, lorsqu'on entend parler d'un tel thème, on se rapproche souvent de nos grands-parents. Comme l'a dit Alessandra, les personnes qui ont déjà fait leur vie et qui commencent maintenant par souffrir de l'arthrose. Aujourd'hui, on a compris que l'arthrose est même différente de l'arthrite. Tout à fait. Le rhumatisme, en réalité, c'est quoi? Merci beaucoup, madame la journaliste. Le rhumatisme, pour faire court, c'est un mot générique qui désigne l'ensemble des maladies de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de marcher, de bouger, donc l'appareil locomoteur. C'est-à-dire les membres, donc les articulations, donc ça veut dire les jointures entre deux ou plusieurs os. Voilà, c'est ça qu'on appelle les articulations. Les maladies qui touchent ces endroits sont classées dedans. Les maladies qui touchent les tendons, les maladies qui touchent les muscles, les maladies qui touchent les os. Bon, entendez, articulations, il y a aussi les articulations périphériques, donc les articulations des membres, et les articulations de la colonne vertébrale. Donc, tout ça, sans distinction de leur cause, est rangé dans le vocable de rhumatisme. D'accord. Mais il y a une nuance que j'aimerais quand même lever rapidement pour la population. Il y a des gens, quand on parle de rhumatisme, les gens font tout de suite allusion au rhume. Bien sûr. Ce n'est pas faux. C'est un mot qui avait évolué du grec rhumatismus depuis 1549 et ça a évolué. Son préfixe rhuma fait allusion à l'écoulement, aux humeurs, au flux, donc au rhume.
Ah, c'est ça. C'est comme ça que le mot a évolué pour devenir rhumatisme aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas les gens qui soignent véritablement les rhumes que nous connaissons. Là. Oui. Voilà, l'écoulement de narines et autres, ça c'est une autre discipline. D'accord. Voilà. Donc on peut parler du rhume des articulations. Exactement, c'est le mot même ça. C'est le rhume des articulations. Parce que ça a été défini à l'origine par le fait que les articulations se gonflent. Oui, on a vu les Donc images. Voilà, c'est à partir des gonflements articulaires que les gens commençaient à penser à cette catégorie de maladies. Et donc le mot a évolué pour donner ce que nous a fait l'appellation d'aujourd'hui. C'est ce que je peux dire globalement. Donc c'est un thème générique. Quand on dit rhumatisme, c'est vague. C'est vague. Et maintenant, venons-en au rhumatisme des jeunes. Nous avons compris aujourd'hui que ce n'est plus l'apanage des personnes âgées, mais on nous a dit même le nouveau-né peut en souffrir. Quels sont les premiers signes, je vais appeler cela, du rhumatisme chez les jeunes? D'accord. Rhumatisme chez les jeunes, peut-être bon pour vous, sinon pour nous les professionnels. Oui. Il y a les jeunes, on va dire, les enfants. Et il y a les jeunes un peu plus âgés. On parle du troisième âge. Oui, voilà. Rhumatisme, comment dire, des enfants, c'est les rhumatismes qui vont de 0 à 16 ans. On les appelle, évidemment, quand c'est inflammatoire, les arthrites juvéniles idiopathiques. On estime qu'à cet âge-là, les choses ne sont pas encore bien définies. On ne peut pas encore dire clairement et définitivement que c'est telle maladie. C'est appelé à évoluer. C'est pourquoi on dit idiopathique. D'accord. Voilà. Maintenant, pour ne pas trop faire un cours sur ce plateau, on a quelques minutes encore à passer ensemble. De façon pratique, lorsqu'une mère a son enfant face à elle qui souffre de douleur, comment peut-elle savoir que cet enfant souffre de rhumatisme? Et à partir de quel âge pour savoir? On a dit du nouveau-né jusqu'à... À tout âge. À tout âge, ça peut survenir. Sauf que les appellations diffèrent un peu quand c'est l'enfant. Et je vous ai dit tantôt que c'est peut-être un peu pas défini exactement comme chez les adultes. C'est un peu ça. Mais on va rester dans le général. Pour les gens qui souffrent de ça, que ce soit adulte comme enfant, le premier signe, c'est d'abord la douleur. C'est la douleur. Après la douleur, il peut y avoir un gonflement d'articulation ou pas, ça dépend. Et ensuite, il y a les difficultés, donc ce que nous appelons impotence fonctionnelle, les difficultés à utiliser une articulation, une ou plusieurs articulations. Et enfin, il peut y avoir des déformations. Voilà. Alessandra a dit tantôt quand elle se lève le matin, les doigts sont bloqués et il faut faire plusieurs mouvements d'abord avant de se retrouver. Voilà. Donc, quand les gens se lèvent le matin, les articulations sont coincées, on va dire ça comme ça, ou lourdes à déployer. Donc, ça met du temps. Mais vous savez que lorsqu'on fait, on pratique comme nous, qui ne sommes pas trop abonnés au sport, ce n'est pas le cas de Ghislaine. Quand on en fait une fois, le lendemain, on crie douleur. Est-ce que ça suffit déjà pour commencer par s'inquiéter? Ou il faut forcément avoir le gonflement des organes avant de penser à un rhumatisme? Non. Parler de on a fait un exercice physique et qu'on a mal ne signifie pas rhumatisme. C'est juste que vous avez fait un effort, vous avez sollicité des muscles, des articulations, des tendons, et ça peut se solder après par quelques douleurs éphémères, des douleurs passagères, qui vont passer très rapidement, et ça vous retrouvez quelques jours après. Ça, ce n'est pas le rhumatisme. Le rhumatisme, ça dure dans le temps. Ça dure dans le temps. D'accord. Voilà, ça dure dans le temps. C'est des douleurs inflammatoires, c'est des douleurs qui chauffent à type de feu, qui brûlent, qui rongent, et voilà, dans les articulations. Et après, il y a des gonflements. D'accord. Si vous permettez, Heureuse, merci. On parlait tout à l'heure de Ghislaine, grande voleuse. Est-ce que vous avez expérimenté ces douleurs-là? Je sais que vous êtes très passionnée de voler, très engagée sur le sujet. Le handball, pardon. C'est notre chef d'édition, Karamata Batarou, qui est une grande voleuse. Voleuse, nous n'avons que des sportifs sur le plateau. Est-ce que vous avez... Le handball, justement, sollicite beaucoup les articulations. Moi, j'ai eu un autre type de douleur. D'accord. Et justement,
heureusement, comme par bonheur, je retrouve le médecin qui m'a aidé. Oh là là, heureusement. Ce fut une période très difficile parce que j'avais une blessure au genou qui avait été maltraitée pendant que j'étais en activité et qui a eu à évoluer. Il faut dire que j'ai eu à souffrir du rhumatisme aussi quand j'étais toute petite et tout. Donc peut-être tout ça a déjà fragilisé mes articulations. Et du coup, avec les accidents pendant que je faisais le handball et tout, ça a aggravé la plaie. Et grâce aux médecins que nous avons sur ce plateau, justement, j'ai pu franchement traverser cette période. Je peux dire que ce n'est pas un mal qui se guérit totalement après un certain âge, mais au moins avec les soins que j'ai eus, je peux dire que je gère mieux mon mal aujourd'hui. Et je tenais à faire ce petit témoignage. Peut-être qu'on aura l'occasion de recevoir le docteur prochainement encore pour nous parler de ces douleurs que les sportifs prennent tout au long de l'année, surtout les douleurs articulaires. Aujourd'hui, je reporte tranquillement mes talons. C'est vrai que je fais très attention. Oui. Mais c'est un bonheur. Il fut une période aussi où je ne pouvais plus monter sur talons. Et il y a votre invité également, heureuse, je reviens à vous, qui nous a rejoint. Les téléspectateurs, je crois, le connaissent déjà. On parle de ces douleurs-là. Est-ce que vous saviez que les enfants, déjà, tout jeunes, pouvaient avoir cette maladie? Si vous nous avez un peu suivi, vous étiez tout à l'heure. Alors, j'ai eu à suivre quelques documentaires justement sur le sujet de la santé, principalement ça où des enfants naissaient avec certains de ces problèmes qui étaient parfois liés à des antécédents génétiques, mais aussi particulièrement chez les jeunes, comme Ghislaine vient de le dire, qui mènent souvent des activités sportives. Et c'est un truc assez récurrent, mais souvent, les jeunes le disent, je suis jeune, ça va passer, donc je suis fort. Il suffit de passer Vitago. C'est ça. Mais en réalité, ça peut être de plus graves problèmes derrière qui peuvent engendrer des conséquences si on ne traite pas. D'accord. Alors, docteur, s'il en est ainsi, quelles pourraient être des habitudes qu'on pourrait avoir pour protéger nos articulations de ces douleurs-là? Oui, pour protéger les articulations des douleurs, il ne faut pas rester sédentaire. Déjà, d'accord. La vie, c'est le mouvement. Donc, il faut bouger. Partout où on est, il faut savoir bouger. Il faut sagacité. Oui, il faut sagacité. Tout à fait. Selon l'âge, bien sûr. Voilà. Maintenant, s'asseoir, rester quelque part assis 1 heure, 2 heures, sans se lever un peu, sans mouvoir, ce n'est pas une bonne chose. Rester trop debout, sans s'asseoir après un peu. Donc trop assis, trop debout. L'excès en toute chose. Oui, donc il faut trouver le juste milieu. Voilà, c'est déjà ça. Et on va parler un peu d'ergonomie articulaire dans notre jargon pour parler de ces choses-là. Mais pour dire vrai, ce qu'on met sous le vocable de rhumatisme, parce que là, je constate que ce que nous développons là, c'est le rhumatisme inflammatoire beaucoup plus. Je profite rapidement pour dire que les sportifs de haut niveau peuvent avoir des rhumatismes mécaniques après, liés aux tendons, liés au cartilage, au ménisque, avoir l'arthrose précoce, un certain nombre de choses. C'est aussi une forme de rhumatisme. Voilà. Maintenant, les rhumatismes inflammatoires, parfois on n'a pas de cause. On ne connaît pas véritablement la cause. Mais si on connaît la cause, il faut prévenir la cause. Parce que c'est des situations qui arrivent, soit vous êtes génétiquement prédisposé, je ne dis pas que c'est forcément systématique. Votre lignée peut traîner des gènes qui vont favoriser la chose. C'est pourquoi on voit ça parfois dans des familles données, plus fréquemment. Donc, il y a les événements, les situations environnementales, par exemple le soleil, coup de soleil, le froid, un certain nombre de choses, le stress. Docteur, est-ce que vous nous... C'est vrai qu'on a... Toute une semaine est consacrée parce qu'on a eu la journée mondiale de l'arthrite, voilà, hier. Et les rhumatologues, leur société a organisé toute une activité, 4 journées. Et nous, ici, pour les accompagner et sensibiliser les populations, nous accordons toute une semaine à la thématique pour parler d'un certain nombre de choses. Est-ce que vous acceptez de revenir demain pour qu'on poursuive les échanges? Parce qu'il y a tellement de choses encore non dites. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Merci. Docteur, soit dit en passant, vous avez une très belle chemise. Merci. Vous êtes aux couleurs de octobre. Voilà, comme sur le plateau. Merci beaucoup. Place à présent à la rubrique réussite avec Ghislaine Adimi.
Alors, je vous raccompagne, docteur. On se retrouve demain. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à apprêter. Donc, rendez-vous est pris demain. Donc, Ghislaine, réussite. Aujourd'hui, vous nous ramenez un visage qu'on ne présente plus par ici. Ah ben oui, merci Jennifer, exactement. Nous l'avons reçu ici à cela un mois environ. Tout à fait. Environ pour découvrir ce jeune talent, ce jeune prodige béninois, passionné des sciences de l'ingénierie, mais pas n'importe quelle ingénierie. Il veut voir dans les airs, il veut voir ce qui se passe au niveau d'autres planètes que la Terre. Il est de la NASA? Oui. Ah oui. Ah ben vous ne croyez pas si bien dire. Ah, vous ne croyez pas, vous avez trouvé le mot juste. Et ce qui a fait que je l'ai fait revenir ce matin, est que ce jeune est en train de créer carrément une armée. Oh. Ah bon? Ah ouais. Dites-nous tout. Ah, il est en train de créer une armée. Et pour mettre tout le monde, pour prendre tout le monde à témoin, j'ai dit, il faut qu'il vienne ici, au vieux sud de tout le monde, avouer son crime. Vous avez très bien fait. Bah ouais. Prudence Ivy, bonjour. Bonjour. Bon, déjà, je plaide coupable. Carrément. Ah ouais, vous avez vu? Au moins, votre sentence sera réduite. Je l'espère. Moi, j'aime pas qu'on me prenne pour coupable de quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai découvert la chose, j'ai dit, il faut partager. Quand mes yeux voient, ma bouche dit. Donc, Prudence Ivy, je vous ai surpris et à travers les réseaux sociaux, vous avez créé une armée. C'est comme ça, moi, je prends ça. Vous avez organisé il y a quelques semaines un challenge. NASA Space Challenge. C'est quoi? Et plus de 94 000 Béninois y ont participé. Quand même, hein? Ben oui. Alors, est-ce qu'on est en sécurité? J'ai dit qu'il crée une armée. Alors, déjà, bonjour. Déjà, oui, le Special Challenge a eu lieu, je vais dire, il y a 10 jours à peine. Donc, en fait, c'est un challenge, un événement de la NASA donc, qui est organisé dans le monde entier. En fait, plus de des centaines de milliers de personnes y participent. Donc, l'idée avec ce challenge, en fait, c'est de pouvoir inciter les gens, en fait, à innover, à créer en utilisant des solutions et les données. Du coup, que la NASA met à disposition, en fait, pour permettre à la grande population ou à la masse, principalement les jeunes ingénieurs, scientifiques, développeurs, en fait, de penser à comment on pourrait utiliser ces données-là pour créer de véritables solutions sur Terre. Parce que la dernière fois, je parlais d'utiliser le spatial pour de l'innovation dans le domaine de l'agriculture, de la météorologie et tout ça, mais comment on peut le faire concrètement? Donc la meilleure des choses, c'est d'utiliser le cerveau de tout le monde, de tout un chacun justement pour créer ça. Parce que on ne va pas dans l'espace, on n'observe pas d'autres planètes juste pour le plaisir, mais parce qu'en fait, il y a un véritable avantage scientifique technologique derrière pour notre planète. Parce que la Terre, c'est la seule maison que nous avons et il y a la vie sur Terre. Donc vraiment, toutes ces sciences et cette technologie-là permettent de protéger en fait la vie sur Terre. Ghislaine, je profite, hein. J'ai une question, les chers téléspectateurs, excusez-moi. Est-ce qu'il y a la vie sur la Lune? Pardonnez-moi. Alors, je trouve que c'est une question assez intéressante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions et puis après, bon, avec toutes les informations qu'il y a sur les réseaux sociaux, les gens ne savent pas ce qu'il faut. En réalité, en fait, il n'y a pas de vie sur Terre, ni sur aucune autre planète du système solaire. Sur la Lune ou sur Terre? Pardon, sur la Lune, pardon, et sur aucune planète du système solaire. Nous sommes, bien sûr. Mais il paraît que sur Mars, les gens achètent déjà des... C'est toutes ces infos. Alors, il y a énormément d'informations. Justement, c'est pour vous dire en fait l'engouement que le sujet a ou tout simplement le domaine a auprès du grand public. Donc, à l'heure actuelle, en fait, personne... En fait, à part sur Terre, en fait, il n'y a pas d'humains ou d'espèces vivantes que l'on connaît. On nous parle des extraterrestres. Non. C'est dans les films, on voit. Voilà, c'est dans les films. Bon, en fait, c'est une projection de l'humanité parce que, bon, pour faire un petit exemple, nous sommes dans le système solaire. Sur une planète dans le système solaire, en fait, nous sommes dans une galaxie qui compte environ 400 milliards d'étoiles. Donc, le Soleil, c'est une étoile et donc nous tournons autour du Soleil. Donc, pour ne pas vraiment faire de calcul, si on s'imagine qu'autour de chaque étoile de notre galaxie, il y a une planète, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement 400 milliards de planètes. Donc, mathématiquement, en fait, et biologiquement, c'est impossible que la Terre soit la seule planète sur laquelle la vie s'est développée, voilà, d'un point de vue scientifique, comme on entend. Du coup, on suppose, mais on n'a pas encore aucune confirmation scientifique aujourd'hui. D'accord. Prudence, c'est peut-être toutes ces questions posées de part et d'autre, toutes ces inquiétudes ou toutes ces interrogations du public qui font que les jeunes ont envie réellement d'aller savoir ce qui se passe ailleurs. Alors, ça, c'est absolument la principale raison. Mais la deuxième raison aussi, c'est parce que les jeunes
rêvent, ont envie de créer, d'innover vraiment pour leur quotidien. Donc, les jeunes que nous avons pu réunir dans le cadre de ce SpeedSap Challenge, justement, plus de 150 jeunes, justement, pour l'événement qu'on a organisé. Ils étaient des développeurs, des ingénieurs, des scientifiques, des jeunes de différents profils qui ont passé 48 heures sans dormir, je le rappelle, voilà, à créer des solutions. L'une des solutions, justement, était de développer une application météorologie, justement, pour voir le risque de pluie précisément. Parce que le problème avec nos données météo qu'on a sur nos téléphones, par exemple, c'est qu'elles ne sont pas souvent très précises et ne permettent pas la compréhension de tout le monde. Mais si je veux faire aujourd'hui une activité à la place de l'Amazon, je dois pouvoir savoir, en fait, quel est le risque de pluie pour pouvoir planifier ou pas. Donc, ça a des conséquences économiques, sociales et tout ça. Donc, ça fait partie des solutions qu'on a développées, que les jeunes plutôt ont développées en utilisant justement les données satellites. Donc, ça, c'est vraiment des applications concrètes dans leur quotidien. Et l'autre solution, justement, c'est aussi, en fait, voir et suivre la qualité de l'air. Aujourd'hui, il y a 1 million de personnes, 1 million de morts par an, d'après les chiffres de l'OMS, dû justement à la qualité de l'air dans le monde entier. Donc, en fonction de votre pays, de là où vous vivez. Donc, c'est important de suivre, par exemple, l'évolution de la qualité de l'air, pouvoir prendre des mesures, parce qu'on parle de notre cadre de vie, en fait. Donc, ça, ce sont des trucs qui nous touchent au quotidien. Parfois, on ne se rend pas compte, mais voilà, ça fait pas mal de dégâts. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la météorologie que vous essayez d'étudier. C'est pour savoir, hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut contrôler la pluie. Vous trouvez des solutions pour contrôler la pluie. Ça dit, je ne veux pas dire qu'on va laisser tomber non, certainement pas. nos faiseurs de pluie ou nos gérants de pluie traditionnels. Mais est-ce à dire, la technologie évolue tellement aujourd'hui que on peut, en un clic, comme on le dit, Marvin aussi va le dire tout à l'heure, en un clic, on peut tout contrôler. Alors, malgré l'évolution de la science, en fait, on n'est pas capable de tout faire, en fait, justement. Mais, justement, en fait, il y a, et c'est pour ça, justement, la science aujourd'hui se développe à une vitesse fulgurante. On essaie d'expérimenter tout ce qu'on peut, justement. Parce que nous sommes sur une planète dynamique. Il y a les volcans, les séismes, on ne contrôle pas. Ça ne vient pas de notre volonté. Par exemple, la météorologie. Heureusement que déjà on a la météo sur Terre, sinon on ne pourrait pas y vivre. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne la science, justement, on n'est pas capable vraiment de contrôler la pluie en tant que telle, mais on est capable de faire pleuvoir, en fait, donc des nuages à des moments donnés ou à des endroits donnés, par exemple. Donc, en utilisant des solutions chimiques, donc avec des avions, donc on largue dans les nuages justement pour qu'il pleuve justement. Ça c'est souvent qui est utilisé dans les pays désertiques du Moyen-Orient comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, mais bon c'est très cher, ça demande beaucoup de moyens. Et ça doit avoir des effets secondaires aussi après. Oui, voilà, ça doit avoir des effets secondaires parce que voilà, après la pluie n'est plus équitablement répartie naturellement. Donc ça c'est ce qui est possible de faire. Mais la meilleure chose en fait qu'on peut faire aujourd'hui justement avec la science de la technologie justement, c'est d'observer donc les risques de pluie, de prédire les tempêtes, les ouragans, les cyclones, de pouvoir faire déplacer les populations, de pouvoir construire justement la ville, l'écosystème en fait, donc urbaine, justement pour pouvoir en fait mieux gérer ces risques-là et surtout après ces catastrophes, comme on peut le voir dans certains pays, donc justement pouvoir être capable d'apporter les premiers secours en utilisant les technologies spatiales. Alors, Président, on ne va pas trop tarder sur le sujet, souvent qu'on aura d'autres occasions, parce que c'est une révolution. Tout à fait. Le challenge, c'est la 2e édition. Et justement, Ghislaine, si vous permettez, moi, j'ai été tellement omnubilée, j'ai été bluffée de voir tous ces jeunes-là assis devant leur PC, en train de réfléchir à cette solution. Et tenez-vous tranquille, ils étaient après 80 et quelques, il y a à la première édition, selon... en 2023, ils étaient à peine 80 et quelques. Il y a eu un mot fou cette fois-ci. Voilà, exactement. C'est toute une population qui s'est retrouvée. Moi, je ne savais pas, par exemple, qu'on avait autant de jeunes au Bénin qui s'intéressaient à la chose. Je pensais qu'on était juste dans les chiffres, faire des photos. Il y a des jeunes filles dedans. Oh là là, bravo. C'est comme le dit Claudie, il y a notre jeunesse de plus en plus consciente. Absolument. Et Rose, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais recueillir l'avis de Marvin également. J'aurais vraiment aimé écouter l'avis de Marvin avant, bien sûr, en tant que jeune et... En tant que plus jeune, alors. Et vous, votre avis, on commence par vous. Non, mais franchement, c'est intéressant. C'est intéressant. Et moi, je suis émerveillée d'apprendre que c'est d'abord une initiative d'un jeune. Et peut-être ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a eu plus de jeunes. Ils se sont sentis entre eux, c'est un des nôtres. Contrairement à ce que ce soit une autorité ou une volonté politique qui porte l'initiative. Et je vais peut-être proposer que de leur initiative, qu'il y ait une volonté politique qui soutiennent cela et qu'on ait vraiment de façon officielle de ces genres d'initiatives pour que le Bénin, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a,
pour que le Bénin puisse faire parler d'elle à travers des propositions d'innovation, d'invention, dans ce genre de domaine. La NASA, on a dit quand même. Et puis, moi, je dis, il faut déjà féliciter les parents qui ont permis absolument d'accepter, parce que c'est pas évident. En fait, c'est un métier qui sort de l'ordinaire. La dernière question que je voulais poser en fait à Prudence, avant qu'on en vienne à la question, je voudrais juste dire, c'est pas évident, parce qu'on se demande, mais c'est quoi l'aboutissement? C'est ça. Ces jeunes-là vont finir où? Quel est leur avenir? Mais malgré ça, des parents. Le Bénin du futur. Voilà, c'est le Bénin du futur. Il faut vraiment avoir, être rêveur, suffisamment rêveur pour comprendre la chose et encourager son enfant à le faire. Tout ce monde, tous ces jeunes qui se sont réunis à ces éditions. La première, d'abord, c'était pas peu, c'est quand même beaucoup. Mais cette fois-ci, c'est énorme. C'est presque le triple. Centaines de mille. Hein. Donc, du coup, je dis, il faut quand même déjà féliciter les parents. Tout à fait. Le monde a évolué. Oui, alors, le Bénin est en mouvement. Le Bénin est véritablement en mouvement. Complètement. Oui, ça, c'est une réussite, franchement. Alors, Prudence, on pose la question maintenant de savoir. Vous nous avez dit la dernière fois que vos parents vous accompagnent et tout ça. Donc, sûrement que ces jeunes aussi, les parents les accompagnent. Mais c'est quoi l'aboutissement? Si un parent rêve, a investi dans l'éducation de son enfant, que son enfant se met à rêver, à regarder, à lire dans les étoiles, qu'est-ce qu'il peut espérer que cet enfant-là devienne réellement demain pour ne serait-ce que s'occuper un peu de lui à la retraite quand il sera dans ses vieux jours? C'est ce que nous, les parents, nous espérons. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est une question tout à fait importante, en fait, qui est centrale de tout, parce qu'en fait, il ne suffit pas juste d'avoir de la passion, de la vocation pour faire quelque chose, mais aussi d'avoir, en fait, la capacité de s'accomplir tout à fait. Donc ça, c'est un sujet important. Et pour dire que, par exemple, cet hackathon, l'idée, c'est de réunir des jeunes de diverses compétences, qui soient développeurs, ingénieurs, scientifiques, quel que soit leur profil, justement, pour leur dire que le domaine spatial, c'est un domaine ouvert à tous. Quel que soit votre niveau, vous pouvez vraiment vous y accomplir, faire quelque chose d'intéressant, créer quelque chose qui va changer peut-être le monde, mais aussi être capable de travailler et vous épanouir. Et c'est surtout ça. Maintenant, ce qui fait encore la différence au Bénin, c'est que c'est un domaine tout à fait nouveau, justement, comme vous l'avez dit, qui est en train de naître, et on espère que ça va vraiment devenir un tout important, même à l'échelle nationale. Justement, donc ces jeunes-là, en fait, sont en train d'ouvrir la voie, justement. Et les pionniers, en fait, que ça soit sur tous les plans, en fait, sont des personnes, justement, qui vont rester à jamais dans l'histoire, mais qui sont capables aussi, en fait, de pouvoir, en fait, pour le dire terre à terre, en fait, sortir la tête de l'eau. Donc, ce sont ces jeunes-là qui créent des solutions aujourd'hui, comme on le voit souvent, qu'on va pouvoir utiliser, justement, qu'on va pouvoir dire, voilà, telle personne est invitée à la NASA, le premier béninois à le faire, ou tel, et représente, en fait, le nom du pays à jamais, ou pourquoi pas. Comme on dit aujourd'hui, on prend des exemples comme Bertin Naoum. En fait, c'est la finalité de ces solutions-là. C'est vrai que ça prend du temps, ça demande beaucoup d'efforts parce que c'est souvent des solutions technologiques scientifiques. Mais à la fin, c'est que c'est des trucs où ça change la vie de milliers de personnes à travers le monde, pas seulement au Bénin. Et ça a un impact réel sur le long terme. Et Marvin, justement, je commençais à recueillir... Moi, j'ai la chair de poule. Moi, j'ai la chair de poule. Vous pensez justement du fait de voir autant d'engouement dans le rang des jeunes. C'est vrai que c'est un peu votre domaine, développeur, tout ça, vous en savez. Et ça, c'est le haut niveau. Oui. Marvin a la chair de poule. Alors, non, je suis tellement fière de Prudence. Je suis tellement fière de Prudence que j'ai la chair de poule. Je me rappelle, il me disait la dernière fois qu'il avait excédé le nombre de participants et qu'il avait tellement peur. Et je lui ai dit, il va y arriver. Parce que le défi vous voyez comment il a pitché le projet. Si un parent d'élève est actuellement en fait, devant l'écran, il va se dire, je veux que mon enfant en fait, apprenne à faire... Tellement on sent qu'il est passionné. Quand tu es passionné, en fait, tu as les arguments nécessaires pour convaincre n'importe qui. Et je sens que Prudence, vu que Prudence est à la tête de ça et qu'il a voulu que des jeunes comme nous l'accompagnent, je ne pense pas que c'est ruine de l'âme, que ce soit une histoire de ruine de l'âme. Je pense que la finalité, c'est comme il a dit, qu'on puisse dire... La dernière fois, il y a une histoire, il y a une annonce qui a circulé, ils ont dit qu'il y a un Béninois qui est entré dans le top 5 des entrepreneurs mondiaux. Il a pu mettre en place une machine technologique assez haut niveau. Et je pense que c'est la finalité d'ici là, pourquoi pas, qu'on dise Monsieur Prudence Ivy aller représenter le Bénin à la NASA et que moi je garde son sac. Moi je garde son sac en tant qu'assistant personnel peut-être et on y va quoi. Sinon vraiment c'est un truc assez passionnant. Merci pour ce sujet, je crois d'intérêt Ghislaine, parce que on se rend compte que moi et en tout cas je vois que nous sommes en train
d'entrer, je dirais, dans un nouveau monde. Oui. On a l'impression qu'il y a toute une série de choses qui se font. C'est pourquoi à l'entendre, je disais qu'il est en train de créer une arme. Mais vous avez vu, c'était juste de la drama. Je ne sais pas quelle expression utiliser, mais juste pour vous montrer que c'était une belle amie en tout cas. Absolument. Ouais. Absolument. C'est une belle amie. J'ai presque pas envie de conclure là, parce qu'il y a tellement à dire sur le sujet. Donc, c'est désormais. En tout cas, on a encore 3 minutes. Il faut remercier les parents qui ont offert cette possibilité aux enfants d'aller se mettre à l'œuvre. Vous, heureuse, si votre garçon ou votre fille viennent vous voir, vous savez, nous, on a été éduqués à l'ancienne, mathématiques, leçons, apprendre tout ça, et que vous sentez peut-être une passion pour tout ce qui est original, toutes ces choses de développeurs, etc. Est-ce que ce sera facile pour vous? Ghislaine, je me permets, je vais vous poser également la question. Est-ce que ce sera facile pour vous de dire, d'accord, c'est ta passion, je t'accompagne, va observer les étoiles, peut-être que tu iras à la NASA? Franchement, je ne parlerai pas en tant que tel de moi, mais je dirais comme exemple, lorsque mon garçon a eu son CEP, j'ai tellement fouillé avec mon époux, j'ai dit, mais je ne veux pas qu'il fasse le long cours comme moi, ou bien le cours long, on dit, comme moi, mais je veux qu'il aille faire un truc, parce qu'il est beaucoup plus dans le montage des trucs, à démonter nos appareils, à faire, je veux qu'il commence dans ça. Mais moi, j'ai fouillé sur la toile, de telle manière que j'ai voulu même commencer par créer une école du genre pour que les enfants, parce que les moyens n'étant pas encore disponibles pour l'envoyer à l'extérieur et tout ça. Mais quand on entend ça, un peu comme Marvin l'a dit, il a tellement pitché son initiative qu'aucun parent ne peut entendre ça et dire, mon enfant, tu n'y vas pas, ça c'est de la magouille ou ça c'est pour aller t'amuser sur la toile. Mais l'initiative est bien pensée que toi-même, parent, tu te dis, mais mon enfant, je sais qu'il va contribuer à quelque chose s'il y participe. Mais est-ce que c'est facile, Ghislaine? Parce que, je le disais, on dit tous, je vais être avocate, médecin, etc. L'enfant qui commence par vous dire, je suis passionné, je ne sais pas moi, d'aéronautique, d'informatique, développeur. Est-ce que quelque part, vous ne vous dites pas, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Est-ce qu'il ne veut pas, ou elle ne veut pas gaspiller mon argent? Est-ce que c'est toujours facile? Bon, mais la question est vraiment pertinente, Jennifer. Mais je dirais, je commencerai par dire déjà que nous sommes aujourd'hui dans un monde où on n'impose plus rien aux enfants. C'est ça. Franchement. Vous avez beau investir des milliards, vous avez beau avoir des rêves pour votre enfant. Aujourd'hui, la nature est faite de telle sorte que déjà tout petit, en écoutant votre enfant, tout ça, vous êtes obligé de vous rabaisser. C'est ça. De revoir vos propres ambitions et d'espérer, de prier tout simplement pour que le choix final de l'enfant soit un bon choix, mais que ce soit son choix. Parce que l'autre chose est que nos parents ont compris qu'ils ont voulu orienter leurs enfants, mais après les diplômes, certains ont eu de gros diplômes. Oui, on a aujourd'hui des artistes, son nom est en train de m'échapper. Fanico. Tout à fait. On n'a pas voulu qu'il soit médecin. Tout à fait. Oui, Fanico est devenu docteur, artiste. Donc, les parents ont investi. Oui. Et il n'y a pas que Fanico, on a plusieurs types. On a des gens que nous connaissons qui ont fait de hautes études, mais aujourd'hui qu'on voit en train de bricoler avec de la peinture. Bien sûr. Ils sont devenus des artistes peintres. Alors que pour les parents, vont penser que c'est un échec. Donc, je dis, quand l'enfant a la passion, moi, tout ce que je vais donner comme conseil, c'est qu'on puisse les orienter. OK, tu as envie de faire telle chose. On a au moins les informations avec Prudence que si l'enfant vient me dire, je veux faire dans la recherche, la science, l'ingénierie, regarder dans les étoiles, je ne vais pas tout de suite lui dire non, parce que ça, c'est aussi un autre piège. Dès qu'on choque les enfants, ils disent bon. OK, bien sûr. Je l'accompagne, on commence à faire les essais. Il cherche, on cherche. Et s'il voit que ça marche, peut-être que ça va me donner aussi des idées là-dessus. C'est bon. Et peut-être qu'en recherchant, l'enfant va comprendre, ça là que moi je dis là, c'est pas bon. C'est pas, voilà. Il va commencer à réfléchir autrement. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Il faut accompagner l'enfant. Aujourd'hui, là, il n'y a pas question de dire, j'ai investi, mon enfant doit devenir docteur. J'ai investi, mon enfant va devenir tel. Parce que s'il y en a, on a investi, ils sont devenus docteurs, mais à peine l'exercice aussi. Quand le patient vient, quand il y a la porte, ils sont là, ils se taisent, ils ont mis les études. Exactement. Il y en a, c'est sage-femme, la facturante est là en train de crier. Laissez celui-là. Alors que son papa, mais c'est tellement pertinent ce que vous juste dites. parce que c'est pas ce que. Surtout, et il y a également encore, juste pour faire plaisir aux parents, font les mémoires avec ChatGPT. Pour opérer mal après. Donc voilà, tout simplement, écoutons les enfants, accompagnons les enfants
faisons les recherches avec eux. Et au fur et à mesure, eux-mêmes, ils vont commencer par éliminer. C'est comme chez nous, on nous dit, faites des propositions de sujets. D'abord, pour ton mémoire, on propose plusieurs sujets. Et c'est au fil du temps qu'on commence à éliminer one by one jusqu'à trouver ce dans quoi on se ressent, on ressent réellement de l'intérêt, de l'engouement et qu'on a les verbes pour pitcher. Comme l'a fait. Vraiment. Merci beaucoup, Ghislaine. Nous sommes à la fin. Nous avons Semewan. Ça est dans la même dynamique que les jeunes aujourd'hui en leur proposant des espaces de genre. La dernière fois, ça fait partie des projets qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu. Tout à l'heure, vous parliez du gouvernement. Le gouvernement a déjà commencé comme un maire. Tout à fait. C'est ça, absolument. Donc l'événement, justement, s'est déroulé au SCOP, justement. On a réuni autant de jeunes. Donc c'est vraiment le cadre idéal pour les jeunes aujourd'hui. Le SCOP, c'est là où il y a les robots. Voilà, exactement. C'est fascinant. Donc nous avons un peu comme notre Silicon Valley, quoi. Exactement, c'est le projet du gouvernement sur le long terme. Et en fait, ce que je vais dire aux jeunes et aux parents, c'est les rêves et les passions conduisent très loin. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'exposer en fait les enfants avec la technologie à tout ce qui est possible de faire, peut-être tout ce qui vous passionne aussi ou tout ce qui passionne l'enfant pour que l'enfant puisse en fait choisir le meilleur chemin en fait. Voilà. Donc si on n'a pas toutes les informations, c'est difficile de prendre des décisions. Donc, voilà, chers amis téléspectateurs, la conclusion est toute trouvée. Parce que je vais laisser ma chronique à... Non, en fait, je peux pas laisser... On va peut-être donner une chronique à Prudence pour venir nous parler de la NASA. Le sujet est tellement pertinent, Ghislaine, qu'il faut que vous rameniez cela. Non, je pense qu'avec Prudence, on ira faire peut-être une incursion voilà, tout à fait. Et découvrir tout ce qui s'y fait, et histoire d'orienter nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Moi, je suis d'autant plus heureuse de voir des jeunes filles dans ce milieu. Absolument. Je suis féministe. On le sait très bien. Non, pas féministe. Dans le bon sens. Je suis féministe du genre à encourager aujourd'hui les jeunes filles à se prendre en charge et à investir réellement tous les domaines possibles. Tout à fait. Merci beaucoup, Ghislaine. Bravo, Prudence. Merci à tous les parents qui accompagnent les jeunes dans leur passion. Merci Ghislaine. On se retrouve demain, mais vous restez avec nous. Les parents ouverts d'esprit, ce qui est important. Place à présent à la rubrique de Marvin, éducation aux médias. Alors, Marvin n'a plus de mots. Prudence a déjà pris le dessus. Il a pris le dessus. Mais moi, j'aimerais demander à Prudence. On parle de technologie, on parle de beaucoup de choses. Est-ce que les données sensibles, les données privées que tu utilises pour pouvoir faire des calculs ou bien pour tracer des groupes, est-ce qu'il arrive que tu les mettes dans des outils comme l'IA pour pouvoir avoir plus d'explications? Est-ce que tu mets tes données sensibles dans l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir plus d'informations? Alors ça, c'est un sujet très important parce que tout dépend de ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Donc il y a des projets, même personnels que j'ai faits, qui concernent, je vais dire, justement le secteur aérospatial au Bénin, mais qui concernent tout le Bénin, donc avec des informations. Donc pour ce genre de projet, en fait, j'ai jamais voulu mettre toutes les informations que j'ai recueillies personnellement parce que ça permettra d'avoir accès et puis après, on se retrouve justement à avoir des informations, des discussions personnelles des gens avec ChatGPT par exemple qui sont publiques sur Internet. Ça, c'est parfois des sujets assez sensibles. Mais en fonction des projets, je peux peut-être donner un contexte à l'intelligence artificielle que la machine puisse comprendre de quoi il s'agit afin de mieux m'aider, mais tout en évitant de mettre directement de quoi il s'agit parce que là, ça peut vraiment... Voilà qui est très intelligent. Tu vois que... Il est très prudent. Mais vous savez trouver Prudence. Non, il faut dire son prudent. Voilà, je pense que Prudence a tout dit. Aujourd'hui, il y a des personnes, que ce soit le domaine, que ce soit la médecine, que ce soit la technologie ou l'informatique, même des gens peut-être de la NASA qui aspirent à aller là-bas, qui mettent l'intégralité des documents dans l'IA pour pouvoir avoir des explications ou avoir des trucs. Et ils ne savent pas qu'il y a un danger derrière. C'est interdit. C'est pas que c'est interdit, mais l'IA, dans la question d'utilisation de l'IA, notamment ChatGPT, on n'a aucun droit sur les données qu'on lui envoie. Quand on lui envoie une donnée, ça peut l'aider en fait à s'entraîner. Parce que l'IA a été conçue en fait pour utiliser les données qu'on lui envoie, les documents qu'on lui envoie pour faire une reconversion à chaque fois. Donc, tricherie. Donc, c'est nous qui donnons des idées à l'IA. C'est ça, parce que l'IA a été conçue suivant l'optique d'une personne. Et elle a fixé, en fait, le fait que quand tu reçois des documents, des données qui te sont nouvelles, utilise ça, en fait, pour faire d'autres choses.
Et on assiste à ça, il y a des personnes qui envoient des données sur la misogynie ou bien sur le je suis contre les gens, racisme et tout. Et quand d'autres personnes posent des questions qui demandent à l'IA, est-ce que la peau noire est une peau mauvaise ou je sais pas quoi, l'IA va répondre oui. Parce qu'il y a des personnes auparavant qui ont envoyé des documents à l'IA qui disent, il y a le racisme, moi je suis pour le racisme, il faut dire que la peau noire est différente de la peau blanche et que ci et ça. Donc l'IA en fait, on fournit le carburant à l'IA. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. Cette donnée en fait, ça fuite après. On n'a aucun droit. La dernière fois, un jeune a été arrêté parce qu'il a confié à l'IA qu'il programmait tuer. Un braquage même. Qu'il programmait tuer des personnes. Et il a été arrêté parce qu'à chaque fois qu'on envoie un message à l'IA, c'est comme un mur et c'est comme un écran. Tout le monde lit. Ceux qui ont le contrôle de l'IA disent. Et la justice peut aller chez les détenteurs, ceux qui ont créé l'IA, disent fournissez-moi des preuves pour que je puisse arrêter telle personne. C'est ce qui fait maintenant que plusieurs personnes envoie des documents à l'IA, mais en fait, si on veut t'arrêter, on a le droit totalement d'aller à la base de Meta-AI ou je sais pas, de OpenAI pour recueillir les preuves contre toi qui stipule que tu as eu une conversation avec l'IA qui disait que tu as voulu enclencher un processus de braquage. Nous n'avons signé aucun contrat avec lui de protection de nos données personnelles. On a signé le contrat en cliquant sur accepter les conditions d'utilisation. On ne lit pas toujours. On a signé le contrat qui stipule qu'on n'a aucun droit sur les documents qu'on envoie et qu'on peut utiliser ça contre nous. On peut utiliser les informations contre nous pour nous arrêter ou pour nous comment sélectionner les infos envoyées, les documents? Je pense que l'IA n'a pas été mis en place pour nous rendre fainéants. C'est comme Prudence l'a dit, il faudrait créer le contexte. Je suppose que je suis un étudiant qui aspire à aller à la NASA, je veux faire ci et ça. Quelle est la méthodologie que je peux utiliser? Et non, faire une photo de l'image et le mettre et la mettre en fait dans l'IA pour dire dis-moi ce que je dois faire. C'est ça que beaucoup de jeunes font aujourd'hui. Ils prennent même leur passeport copie-coller dans l'IA. Et avec ça, en fait, d'autres personnes, peut-être dans d'autres pays, on a parlé d'Osaka, au Japon, peuvent reproduire textuellement votre passeport et utiliser votre identité. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de gens fabriquer des photos, leurs propres photos avec l'IA. Mais c'est en vogue. C'est en vogue. Et bon, je trouve parfois très joli. J'ai eu envie de l'essayer la dernière fois, mais moi j'ai tellement peur, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Parce qu'on le veut ou pas, notre photo est partie chez lui. Pour que l'image soit réalisée. Et en parlant maintenant, je me dis, est-ce que l'IA ne va pas utiliser ces images-là? Comme on l'a dit la dernière fois, déjà, on va piocher sur nos interventions, nous, en tant que professionnels des médias, pour nous faire parler d'autres choses dont on n'a pas parlé ici. Et maintenant, je prends encore ma photo et je vais aller transformer parce que je veux devenir Miss Univers, ou je sais quoi. La responsabilité nous incombe finalement. En fait, peu importe ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit l'IA, même si on supprime, je pense que Prudence le sait, il y a près de 1000 ou 9000 capteurs. En fait, c'est comme une succession de puces. Quand on supprime sur Facebook chez nous, il y a encore près de 9000 copies dans le monde. Donc, peu importe, en fait, là où nous sommes, nos photos sont publiques sur les réseaux. On a eu envoyé nos images à ChatGPT pour qu'elle puisse nous générer des sourcils, comme vous l'avez dit, textuellement. Donc, ne serons pas étonnés de voir une autre personne qui se présente dans notre pays et qui va dire « je suis Prudence Azy » et sortira toutes les pièces qu'il faut. Et si par exemple vous avez scanné votre passeport, c'est fini, vous lui donnez. Ou vous vous retrouvez peut-être à Washington ou à Tokyo avec sur un poster, vous êtes en train de faire de la publicité pour quelqu'un. Vous avez signé pour ça. Vous n'êtes pas encore entré dans le vol, vous scannez votre passeport. Non, pas seulement le passeport. La carte d'embarquement. Alors qu'ils ont à vous donner là-bas. C'est ça. Et je rentre dans l'avion avant. Rapidement. Et je pense que le danger en fait qui est en train de s'allier, c'est que au fur et à mesure, les gens risquent de commettre des choses en nos noms. Oui. Ils risquent de commettre des choses en nos noms parce qu'ils ont nos données. Et on n'hésite pas à envoyer nos issues, nos CIP sur les réseaux. Les gens risquent de commettre des délits. Ça devient plus facile aujourd'hui. Et c'est avant plus tu facile. perds ta carte d'identité, quelqu'un peut voler, il peut prendre ça, aller voler, faire jeter ça là, et on vient t'arrêter. C'était bien avant ça. Maintenant, ça c'est un peu plus facile. Aujourd'hui, on ne perd plus, c'est même qui est exposant. Là, c'est grave. Finalement, j'ai compris que ce qu'on est en train de nous refuser, après plusieurs années d'utilisation de Facebook, aujourd'hui, ça se répercute au niveau de l'IA. C'est tellement facile. Ça, donc, finalement, de vigilance à tout moment et partout, sur toute plateforme. Et je pense qu'il y a un thème dans la semaine où on va revenir, les étudiants de la médecine qui
qui se donne le plaisir. Vous attaquez aujourd'hui à mes amis du domaine de la santé. On parle quand même de ceux qui vont nous opérer. C'est la vie humaine. On parle quand même de ceux qui vont tracer en fait des courbes sur notre corps. Ces personnes-là se fient à l'intelligence artificielle pour dessiner sur notre corps. Est-ce que vous êtes sûr que certaines personnes rédigent les mémoires avec ChatGPT? Moi, j'ai fait des interviews où on saura quelques jours. J'ai eu cette information. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont rédiger les rapports de mémoire ou les mémoires en intégralité. En intégralité, sans lire. D'accord, mais que ça sert beaucoup plus à ceux qui sont au niveau administratif pour rédiger les courriers. Il faudrait qu'on trouve une solution au niveau des écoles pour retracer tout ça. Parce que d'une certaine façon, ça n'aide pas les étudiants. Il y a une chose qui est d'utiliser l'IA, il y a une autre qui est de savoir l'utiliser. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne aux jeunes comment utiliser réellement l'IA. Sinon, ceux qui sont de la santé, ça met en danger la qualité des futurs personnels. Il n'y a pas que la santé. Parlant d'éducation, c'est franchement pas bon. Parce qu'il y a de ces établissements supérieurs où on donne les devoirs aux enfants d'aller traiter à la maison. Le professeur ayant plusieurs classes à gérer, l'enfant peut aller faire traiter le travail par l'IA, copier, vient déposer. Et par exemple, celui qui s'est échiné à donner un bon schéma à son truc va avoir une mauvaise note, lui va avoir la meilleure. Mais ça rattrape malheureusement après. Mais bien après justement. Et c'est pas bien. Donc il faudrait que les parents aussi suivent. Tout à fait. Que les enseignants soient plus vigilants. C'est là qu'on assiste à 1 + 1 = 5 parce que tu as écrit à l'IA, une autre personne a déjà écrit à l'IA, 1 + 1 ne peut pas être égal à 2. Et l'IA c'est déjà que si tu lui dis, tu lui demandes 1 + 1 = 2, il fait oui. Tu lui dis tu es sûr, il fait non, tu as raison. Mais l'IA quand même, quand vous parlez avec, je ne sais pas, ChatGPT, quand vous lui dites quelque chose, c'est oui, après c'est d'accord. Il est un peu... En fait, on conditionne l'IA, on adapte en fait l'IA à notre manière de penser. Lui, il n'est pas programmé pour nous dire non, c'est ce qui est ça, qui est la bonne version. Merci. Qu'on le veuille ou pas, finalement, le dernier avis revient à nous. Merci. Nous sommes, nous allons prendre congé. Jamais. Congé justement de prudence et installer Marcel Arrossi qui est déjà en place pour la revue. On installe Marcel. Présidentielle 2026, Marcel, où sont passés les candidats? Bonjour. Jennifer, bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Alors, présidentielle, où sont passés les candidats? Bien sûr, les dés sont pipés, les dés sont jetés, mais aucun joueur ne s'avance encore sur le tapis rouge de la Sénat. Bénin Intelligent titre aujourd'hui où sont passés les candidats, ou encore où sont les candidats pour être plus précis et fidèle et rester fidèle à sa manchette. Où sont passés les candidats? Le journal Bénin Intelligent plante le décor avec une précision et un soupçon d'ironie. La Sénat a ouvert grand ses portes vendredi dernier. Les chaises blanches attendent la presse, les rouges, les accompagnateurs. Le tapis rouge, lui, attend toujours ses héros. Tout est prêt, le protocole, la lumière, même le sourire du président Saka Lafia capté par nos confrères. Mais personne n'entre encore en scène. 3 jours déjà et le silence s'impose là où l'histoire devait commencer à s'écrire. Le quotidien raconte une Sénat sans week-end, active, vigilante, impatiente presque. Où sont les candidats? Une question simple mais lourde de sens, presque poétique dans son vide. Gaskiani Info, de son côté, titre l'art du suspense ou le chaos. Pendant que la Sénat attend, Gaskiani Info s'aventure dans les coulisses du plus grand mystère de l'opposition, le parti Les Démocrates, ce parti qui se rêve alternative, danse sur le fil du temps selon le quotidien. Une réunion annoncée, reportée, encore reportée, du samedi au dimanche, puis du dimanche au lundi, 3 jours, 3 rendez-vous manqués. Le journal décrit la scène avec une intensité presque théâtrale. La résidence de Boni Yahi devient un huis clos politique, un temple des confidences où chaque mot pèse, chaque silence s'interprète. Et derrière la formule poli, mieux préparer la rencontre, Gaskiani Info entend plutôt le grondement des désaccords. Alors, le journal s'interroge, s'amuse même. Est-ce la division qui freine le parti ou bien la stratégie du suspense savamment orchestrée pour faire monter la tension?
Point d'interrogation, à moins qu'un coup de théâtre ne se prépare dans l'ombre. Un nouveau visage, un nouveau duo, un duo très inattendu, une alliance que personne n'a vu venir. Et voilà que l'autre quotidien entre aussi dans la danse, plus posé, plus analytique. Ici, le journal ne crie pas au chaos, il observe, il décortique, il lit entre les lignes du communiqué nocturne de Guy Mitokpe. Nous avons vaincu. Une phrase énigmatique, un parfum de victoire sans bataille. Le média rappelle le sérieux du processus, les tests de référence, les articles de statut, les représentants par circonscription, par commune. Tout y est, mais derrière la rigueur du ton, l'incertitude demeure. Ce rapport fut-il d'un jour, ce report fut-il d'un jour, dit quelque chose de plus grand selon le journal. Il dit peut-être la prudence, il dit l'attention, il dit la fébrilité d'un parti qui veut se montrer uni, mais qui cherche encore son souffle, selon le journal. Ainsi va la vie politique béninoise à l'aube de 2026. La Sénat attend, les démocrates discutent encore, le peuple observe. Après, la démocratie, c'est aussi cela, à mon sens, le temps des décisions, c'est le temps des hésitations, c'est aussi le temps des symboles. Merci beaucoup Marcel pour ce tour très très important. Alors très rapidement ici, les démocrates n'arrivaient pas à désigner son duo. La Nouvelle Tribune s'arrête sur une question qui claque comme une alerte. Et si le parti, les démocrates, n'arrivait pas à désigner son duo, le quotidien La Nouvelle Tribune sonde les profondeurs d'un parti en quête de lui-même. Le journal remonte le fil, 35 candidatures enregistrées, puis 34 après un désistement. Derrière ces reports, écrit le journal, se cachent peut-être des arbitrages délicats, des calculs régionaux, des ambitions personnelles. Sur la scène politique, le rideau tarde à se lever, les acteurs se concertent en coulisses, les projecteurs chauffent, mais le public, l'opinion s'impatiente encore. Et dans l'air flotte cette question qui fait trembler l'estrade. Et si le duo n'arrivait jamais? Et le journal martèle, s'il s'agit d'une stratégie délibérée pour entretenir le suspense, contrôler le rythme, maîtriser la narration, alors là, bravo, le parti s'est joué avec le temps. Mais si c'est un signe de désordre, alors l'horloge du doute vient de sonner minuit. Et perso, je pense que nous verrons dans les heures qui viennent que le suspense va accoucher d'un choix. Merci beaucoup Marcel, c'est tout pour la revue de presse aujourd'hui. Alors, Ghislaine, Marvin. Le temps est parti, sinon j'avais une motion, mais bon, je regarde ça. On la réserve pour demain. Je la réserve pour demain. J'espère que vous allez vous rattraper. Ne vous en faites même pas. Ah, si c'était pour me faire danser sagacité, c'est raté. Non, c'est ma requête. En tout cas, mesdames, messieurs, merci. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même canal.